Eh ben, bonsoir à tous, c'est Sylvain, pour Star Wars en direct. Comme vous le voyez, je suis avec, Sébastien Salut, Galano. Ça va? ça va, je suis seul sans les enfants et sans femme ce soir, donc j'ai du temps Ça pour parler. ça se Ouais. voit à ta coupe de cheveux, à tes habits. Direct, le mec se Merci. fait aggro. Ah, et puis, bah, vous l'avez entendu, ça faisait longtemps, qu'il était venu. Oui, ça C'est fait monsieur longtemps. République qui est venu. Bah, il trouvait que ça faisait plusieurs fois que j'accaparais, Constance pour, Star Wars en direct, donc il a dit, «Et Et à moi, et mon moi, et tour. moi, et moi», et donc bah, c'est son tour, c'est Thibaut, c'est République. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et c'est totalement comme ça que ça s'est passé. C'est pas du tout une invention de Sylvain. J'ai vraiment harcelé, fait des pieds et des mains pour venir. J'en profite pour revoir Seb aussi. Tout va bien. C'est Ouais, parfait. Je Déjà un je excellent n'invente podcast. jamais, ouais. ouais, je n'invente jamais rien, hein. Comme quand je dis que Phobos est la, cosplayeuse numéro 1 de France, je n'invente pas. Bien sûr. Je n'invente rien. Dans nos cœurs, en tout cas. Bon, alors pourquoi qu'on est là en ce 30 octobre 2024? Eh bien pour parler, d'une news, qui est passée suite à un article de Variety qui est passé il y a quelques semaines. Il paraîtrait que les grands studios hollywoodiens, dans leur, grand élan d'imagination pour récupérer, tout plein de milliards de dollars, envisageraient de faire participer des fans ou plutôt des groupes de super fans à la création, de leurs œuvres, que ce soit les films, les séries ou tous les autres. Alors on va le faire sans spoiler, hein, maintenant. On est assez dubitatifs, tous les 3 sur cette news qui, bien entendu, n'a absolument été confirmée par personne parce que ça remonte, ça nous fait poser, plein de questions, et donc avec, mes chers confrères, on va essayer de discuter là-dessus, en quoi c'est une bonne idée, que c'est pas une bonne idée, si c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée, et Ouais, puis on va ouais. essayer d'abord de définir ce que c'est un super fan et pourquoi ils devraient être intégrés à la production, pourquoi il faudrait pas les embêter, pourquoi il faudrait suivre absolument et totalement, leur avis, parce que c'est plein de questions. Et est-ce que, ces studios-là qui voudraient, ces studios tout puissants qui brassent des milliards par an, voudraient intégrer des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine de l'écriture à leur création. Donc c'est un vaste sujet, et ben, on va commencer. Alors la première question, Thibaut, Seb, pour vous, c'est quoi un super fan? Parce que a priori, c'est le terme, utilisé dans l'article, et moi j'ai beau me creuser la tête, c'est quoi un super fan? Thibaut, tu veux commencer? Ouais, je coupe l'herbe sous le pied de Seb au sabre laser, comme ça. Ah! Mac. Non, mais je sais pas vraiment ce que c'est. En fait, je me demande si c'est seulement un nouveau terme. Je pense que c'est peut-être un peu né de ce problème un peu maintenant récurrent qu'on connaît depuis Star Wars, en tout cas pour Star Wars depuis quelques années. D'ailleurs, effectivement, Seb le rappelait en off, mais aujourd'hui, on fête les 12 ans du rachat. Alors, on enregistre ce podcast. Alors, ça fait pas tout à fait 12 ans qu'on a ce problème-là, mais ça fait quand même bientôt 10 ans, peut-être un peu moins, qu'il y a des espèces de guerres culturelles autour du fandom Star Wars spécifiquement et de fandom de manière générale. Du coup, j'ai un peu l'impression que super fan, ça suggère que c'est cette génération-là de fans. Pas forcément des gens qui sont des collectionneurs ou des gens qui vont systématiquement voir les films, qui vont être là pour regarder chaque épisode de série, mais les gens les plus actifs dans des communautés, peut-être aussi dans des on va dire, qui sont déjà dans la création de contenu, tu vois, qui eux-mêmes ont leur propre communauté de fans, tu vois, qui ont une espèce de niche dans la niche. Et j'ai l'impression que ça suppose un petit peu, effectivement, qu'on va s'adresser à des gens qui non seulement comprennent
ou prétendent comprendre l'œuvre, mais qui ont aussi un espèce de contact avec un fandom plus général. Tu vois, c'est pas forcément juste leur consommation personnelle, mais ils s'intègrent dans une espèce d'équipe, de team, de supporters un peu, mon Star Wars c'est ça, et pas ça, par exemple. Et du coup, pour moi, c'est une génération de fans qui est un peu nouvelle, ou une forme de fan qui est un peu nouvelle, parce que même si avant il y avait des rivalités, prélogie, trilogie, Clone Wars 1, Clone Wars 2, peu importe, mais il y a toujours eu un petit peu des débats, mais il n'y avait pas forcément ce truc très segmenté qu'on connaît aujourd'hui. Et sur cette introduction un peu floue, je laisse Seb répondre avec plus de précision. Ouais, pour moi, un super fan, alors je sais pas si c'est la définition qu'en ont les studios, mais pour moi, c'est quelqu'un qui, comme nous, on baigne dedans depuis l'enfance, quoi. C'est quelqu'un qui vit sa passion au quotidien, et notamment en créant du coup, en s'impliquant en fait, voilà, dans la communauté, en étant actif dans le fandom. Donc tous les trois, on serait des super fans. Les super fans. Voilà. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui a une prise de recul sur la saga. Tous les trois, on a tous les trois des avis différents sur la saga. Mais je pense que c'est important, et, enfin, je dis des banalités, hein, mais j'ai l'impression que des fois, les banalités, c'est important de les dire. Mais c'est quand même des gens qui ont du recul sur la saga, qui savent accepter les avis contraires, et qui vont pas faire des campagnes de harcèlement comme certains créateurs de contenu. Je vais citer par exemple, je pense que lui on va en parler souvent, mais par exemple Star Wars Theory, je sais pas si vous... Oui, bien sûr. Là, c'est le plus gros youtubeur du monde de Star Wars, avec 3 millions d'abonnés quand même, et ce mec c'est juste pas possible, quoi, qui fait des campagnes qui surfe sur le trash, les dramas et tout, pour faire juste de l'audience. Et moi, j'ai peur que ce soit ce genre de personnes que les studios appellent super fans, parce qu'ils ont des immenses communautés. Mais c'est pas parce que tu as une grosse communauté que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de forcément sain et légitime. Ouais. Voilà, pour moi, un super fan, c'est quelqu'un qui quand même s'implique au quotidien, donc qui peut créer du contenu. Là, on est dans un podcast, mais dans un site internet, il y a des streamers aussi, parce que voilà, tu parles de nouvelle génération. Mais nous, on est un peu l'ancienne génération. Sylvain et moi, on a commencé avec avant, c'était les sites internet, les communautés. Ouais, bien sûr. Après, c'est passé au YouTubeur. Voilà, c'est ça. Après, tu as la nouvelle génération où c'est plus les streamers, les YouTubeurs. Et ça dépendrait que de moi. Si je pouvais en vivre, je ferais tout, hein. Mais c'est pas possible. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, ouais, faut payer des factures à louer. Non, mais aujourd'hui, tu as une nouvelle génération de fans qui, par leur création de contenu, donc les streamers, je pense notamment aux streamers et youtubeurs, qui touchent autant, si ce n'est plus aujourd'hui, de nouveaux fans, plus jeunes, je pense, avec leur type de contenu que nous aujourd'hui avec des sites internet, quoi. Bien sûr. Voilà, mais bon, c'est des gens actifs et respectueux, voilà, grosso modo, l'idée d'un super fan pour moi, quoi. D'accord. Mais est-ce que pour vous, en plus, dans cette logique des studios, est-ce qu'en plus, on est d'accord qu'ils se focaliseraient uniquement sur les super fans américains? Donc, ce qui est déjà un biais, pour moi, un biais et un problème, parce que les attentes d'un Américain ne sont pas les mêmes que ceux d'un Canadien, que d'un Mexicain, que d'un Anglais, d'un Français. Non, mais même, c'est pas ça le problème, c'est plus ça. Tu prends 100 fans américains, tu auras 100 avis différents. Aussi, ouais. C'est ça le problème, en fait. C'est que tu peux pas. Tu peux avoir 10 super fans, mais vraiment corrects, entre guillemets, et qui seront totalement en désaccord. Et enfin, c'est impossible, en fait, de mettre. Enfin, s'il y a bien un truc impossible dans le monde, c'est de mettre tous les fans de Star Wars d'accord, quoi. Ça, c'est. C'est clair. L'ultime les ultimes travaux d'Hercule, c'était ça. Il fallait mettre tous les fans de Star Wars d'accord. C'est impossible. Non, mais après, c'est sûr que tu as un biais avec géographie qui est dans le contact avec les studios. Mais je suis assez d'accord avec vous deux, dans le sens où, ouais, forcément, on n'attend pas tous la même chose. Après, je ne sais pas si Star Wars brassant tellement de thèmes et d'idées assez, on va dire, universelles ou communes à plein de cultures, je pense que ce serait pas forcément, c'est pas forcément une histoire qui est créée avec un public précis en tête. Ça a toujours été relativement international, en tout cas à mon humble avis, même si les influences de Lucas, lui-même étant américain, sont forcément très américaines. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que
quand on lit l'article de Variety, on se dit, en fait, tous les exemples de comment dirais-je, de fans qui nous sont donnés dans cet article sont justement des exemples négatifs, extrêmement hostiles, très organisés, type Gamergate, Comicsgate, etc., ou des gens qui ont fait du harcèlement ciblé, qui partent en croisade à l'initiative peut-être, c'est pas dit dans l'article ça pour le coup, mais d'influenceurs, et j'avais forcément Star Wars Theory en tête quand Seb en parlait tout à l'heure. Donc c'est ça qui est étrange, c'est que, bon, alors souvent c'est des Américains parce qu'ils ont la langue anglaise pour rassembler des communautés de plusieurs millions de personnes, etc. Donc forcément, il y a un espèce de biais culturel un peu double. Ils sont américains, ils parlent beaucoup aux Américains, ils parlent aussi à tout un tas de gens, mais surtout, ils leur imprègnent un même avis. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Seb, c'est compliqué de rassembler les fans de Star Wars, mais ce qu'on voit depuis ces espèces de nouvelles générations, cette nouvelle relation aux médias, c'est qu'on vit notre univers préféré aussi par le prisme d'un ou de plusieurs créateurs ou créatrices. Et parfois, ça crée des effets un peu de moutonnerie, quoi, pour pas le dire autrement. C'est-à-dire, les gens... Je vais dire un mot qui est très fort, et c'est pas ça que je veux dire, je caricature, mais c'est un peu des gourous, quoi. Tu vas oui, c'est ça. Ouais, tu vas un peu suivre ton gourou de Star Wars et penser, il te dit ça, tu vas penser ça. Ouais. Et il y a eu des campagnes. C'est un super exemple. Vas-y, Seb. Parce que là, je rebondis sur l'autre abruti, là, Star Wars Theory. Qui, quand tu vois, le mec a toujours chié sur The Acolyte. Et je peux comprendre que tu ne puisses pas aimer cette série. Après, il y a les bonnes et les mauvaises raisons de ne pas aimer cette série. Après, tu peux critiquer le scénario, le rythme, le montage, tout ce que tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. On l'a fait ici. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, lui, ça vraiment, toutes les semaines, il se filmait en train de regarder l'épisode et de critiquer en disant que c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Donc, juste pour créer du contenu négatif, parce qu'on sait aussi c'est plus facile de faire réagir les gens sur du négatif que sur du positif. Donc, et ça, il le sait très, très bien. Je dis que c'est un abruti, mais c'est quelqu'un de diaboliquement intelligent à ce niveau-là. Et quand The Acolyte a été annulé, il a fait une vidéo en mode on a gagné. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Mais qui a gagné quoi, en fait? C'est ça. Et donc, tu vois, c'est en mode je vous ai mené quand un combat contre ce truc-là. On l'a quand même regardé toutes les semaines ensemble, mais voilà, on s'est battu pour que ça s'arrête. Ouais, c'est un peu ce double discours où de toute façon, c'est des gens, que tu l'as rappelé tout à l'heure, qui vivent, j'ai envie de dire sur le dos si on les traite comme des parasites, mais en tout cas qui vivent grâce à Star Wars parce que Star Wars existe et continue de se développer, tu vois, et qui en même temps voudraient que ça ne se développe que dans un sens. Et je pense que s'il n'y avait pas tout ce drama. Et dans leur sens. C'est ça. Ouais, mais finalement, si c'est que dans leur sens, qu'est-ce qu'ils disent, tu vois? Ils disent tous la même chose et en fait, ce drama n'active plus peut-être autant. Enfin, sans le drama, leur communauté s'active peut-être moins aussi, mais c'est ça en fait qui est assez terrible dans l'article. Et dans l'idée que ça soit peut-être déjà en place et que ça va se multiplier, c'est que tu dis, c'est un peu, comment dirais-je, réagir à la négativité en permettant à plus de négativité de s'organiser. Et du coup, tu as un petit côté, ouais, mais cette fois, on la contrôle, cette négativité, ça vient vers nous, c'est nous qui organisons le truc, et donc on a bon espoir de canaliser les gens. Ça sonne un peu comme une fausse bonne idée, tu vois, du style... ok, ces taureaux sont enragés et vivent en liberté, et des fois, ils foutent un coup de corne à quelqu'un, je vais les mettre au même endroit, mais parce que je les canalise, ça va le faire. Non, potentiellement, ils vont juste tous nous charger droit sur la gueule, et on va tous finir encornés, y compris les gens qui auraient voulu les rassembler, tu vois, en troupeau, en gentils troupeaux. Je sais pas ce que vaut ma métaphore, mais en tout cas, tu vois, je trouve que c'est un peu étrange comme raisonnement, quoi. Oui, parce que là, si on part du principe, donc, par exemple, ils vont mettre dans une pièce Star Wars Theory certains de ses fans et des scénaristes, à partir du moment où les scénaristes et Star Wars Theory vont pas réussir, parce que c'est ce qui va arriver, vont pas réussir à se mettre d'accord, le Pepper Theory, il va nous péter une câble, il va voir tout rouge. Je sais même pas comment c'est possible en fait, pour le coup. Bon, j'ai pas travaillé sur la franchise Star Wars en bossant dans le jeu vidéo, mais je vois comment un peu ça se passe. J'ai trop de mal à m'imaginer avoir, tu vois, un super fan pour avoir bossé sur un jeu Aliens, tu vois, qui me surveille. Tu as travaillé sur 2 jeux vidéo, Goldorak et Aliens, peut-être pas au même niveau. Non, clairement. Si, enfin sur le même poste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout la franchise, les deux sont pas du tout autant médiatisés et surveillés, parce que en fait, avant même ces groupes de fans
je veux dire, c'est quand même une franchise qui pèse beaucoup plus. Maintenant, c'est quand même, on a un relationnel avec l'ayant droit, tu as des réunions, tu poses des trucs, quand tu amènes des nouvelles choses, tu essaies de les défendre, tu as des sessions de validation. Donc j'imagine que ça se ferait peut-être pas à chaque fois, mais tu vois, imaginez qu'en validation finale ou qu'à un moment, il y a une étape où tu rencontres ces gens-là, ou alors en fait, tu vas pas les rencontrer directement parce qu'à mon avis, c'est plus pernicieux que ça. C'est plutôt du style, toi, t'envoies à Lucasfilm ton projet, tes nouveaux personnages, tes nouvelles idées. Eux, ils les valident jusqu'à un certain point. Au moment où ils ont un doute, là, ils font venir ce qu'on appellerait un focus group du coup de super fans. Et potentiellement, ils feraient ensuite des retours. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont invalider tes idées ou qu'ils vont les détruire. Mais c'est un peu, ça me fait penser beaucoup à une idée de story group externalisé, tu vois, entre guillemets. Il y a eu aussi ce débat, tu vois, ce fantôme un peu qui planait sur Star Wars. C'est la faute du story group, etc. Alors qu'aux dernières nouvelles, ils font beaucoup d'erreurs et surtout leur capacité de, comment dirais-je, de nuire est assez limitée parce qu'on sait que notamment quand on voit les exemples de ce qu'ils font vraiment au quotidien, l'exemple que je cite tout le temps, c'est eux qui disent ce qu'on met sur les bouquins que Rey trouve dans The Last Jedi, par exemple, parce que Rian Johnson n'a pas forcément une connaissance encyclopédique et ou de créer, comment dirais-je, quelque chose de précis sur son scénario qui détaille ça. Il parle peut-être juste de livres anciens, tu vois. Et donc à ce moment-là, tu pourrais faire intervenir des fans qui disent ah bah moi j'ai lu un comics Dark Horse dans les années 90 ou que sais-je, il y avait des livres, ça ressemblait à ça et ça pourrait finalement être assez bénéfique. Mais c'est déjà ce qu'est censé faire le story group et visiblement parfois il y a des erreurs soit de continuité ou même j'ai en tête un truc assez récent, c'est les armures des clones dans la série Ahsoka, qui en fait sont les premières armures clones construites en dur, mais qui sont incohérentes et mal assemblées par rapport à des armures qui étaient en CGI dans la prélogie. Et ça, c'est quand même une erreur assez bizarre que personne l'ait vue, tu vois. Mais j'en parle. Ouais, bah, en fait, je l'avais pas vu non plus, mais je trouvais qu'elles avaient un côté un peu bizarre. Je comprenais pas pourquoi les clones me paraissaient un peu chelous, mais c'est parce qu'effectivement les armures étaient portées alors que ça n'a jamais été le cas avant. Ouais, c'est pas les mêmes corpulences. Voilà, et après, ouais, c'était en fait le même asset clodé à l'infini, donc forcément, littéralement, ils avaient tous la même démarche, la même attitude. Et en fait, en discutant à Génération Star Wars cette année avec des gens qui sont dans des assos de cosplay autour des clones, ils m'ont dit, c'est indécent, je veux dire, ils sont trompés, ils ont mis les coudières à l'envers. Et du coup, je me suis dit, mais ah ouais, en fait, c'est chaud, quoi. Ça veut dire vraiment, il y a des gens, en fait, je me dis, c'est peut-être là-dessus où les fans, ils auraient peut-être un truc à jouer. J'avance peut-être un peu sur ton conducteur, Sylvain, mais je me dis, non, pas de petits détails, pourquoi pas, mais sur l'histoire, sur la créativité et tout, ça me fait une très mauvaise idée, quoi. Je vais rebondir à ce que tu dis. Par exemple, dans Andor, la série Andor, on sera tous d'accord pour dire que c'est la meilleure série Star Wars. Dans la boutique de Luten, tu as plein d'artefacts. Tu as le masque de Plo Koon, un casque de Wookiee, le masque de Starkiller et tout. Et en fait, tu as Tony Gilroy qui a dit, qu'on lui a dit, c'est trop cool d'avoir pensé à tout ça et tout. Et fait, non, mais en fait, moi, je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce que c'est. Moi, c'est juste la déco, quoi. Chef décorateur. C'est les chefs déco qui ont pensé à ça. Et du coup, là où c'est utile d'avoir des fans, c'est plutôt dans ces départements-là. Parce que moi, là, pareil, peut-être que Sylvain, j'avance un peu trop dans le truc, mais j'ai entendu un truc dans un autre podcast, j'ai oublié le nom, mais ça m'a fait saigner des oreilles. C'est quelqu'un qui disait, ouais, c'est vrai que quand même, c'est quand même une plus-value pour un acteur ou un scénariste d'être fan de Star Wars pour écrire une bonne histoire ou jouer, bien jouer. Justement, tiens, mais non, mais c'est l'un des points. Absolument pas. D'ailleurs, la meilleure série Star Wars est écrite par un mec qui est absolument pas fan de Star Wars, il l'a dit, c'est Tony Gilroy. Et la pire, elle est écrite par un gros fan de Star Wars, qui est Dave Filoni. C'est un point que je voulais aborder aussi, parce que très souvent, ces super fans ou Star Wars Theory hurlent en disant que les scénarios, les scénaristes, les acteurs, machin, il n'y a pas de fans, que que les films sont faits et les séries sont faites par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne connaissent pas l'univers autant que nous sur le bout des doigts. En fait, c'est pas vrai. Parce que justement, on a des réalisateurs qui sont fans. J.J. Abrams, il n'arrêtait pas de nous dire qu'il était fan. Ryan Johnson aussi. Ryan Johnson, on a Gareth Edwards, pareil. Il a même fait les Tatooine, là, il montre ses photos de. Les Favreau et Filoni te disent qu'eux aussi, ils sont fans là-dedans. Mais justement, et je vais
extrapoler peut-être un mec. On a toujours vu dans les films de super-héros quand tel acteur ou telle actrice était désigné pour jouer un rôle. On a des photos Instagram de ces mêmes acteurs qui lisent des piles de comics pour s'imprégner du rôle. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que pour faire un bon film, une bonne série, quel que soit sur l'univers, il faut vraiment être un fan de cet univers-là? De mon point de vue, pas du tout, parce que justement, le fait d'être fan va faire que tu vas vouloir mettre ce que tu aimes déjà dans ton œuvre. Donc tu vas pas sortir, personne va venir te bousculer, personne va pousser les potards un peu plus loin que d'habitude. Donc, est-ce que pour vous, la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment que les fans soient à l'intérieur des créations pour que ça fasse de bonnes œuvres? Bah après, en fait, tu mets le doigt sur un truc, c'est que les fans, ils sont déjà un peu à travers ces créateurs-là, et créatrices aussi, parce que j'ai en tête Lizzie Headland, tu vois, qui a beaucoup parlé de la prélogie pendant The Acolyte, tu vois, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont déjà un peu là. C'est obligatoire aujourd'hui pour la plupart des créateurs. Franchement, Tony Gilroy, c'est la seule exception qu'on connaisse. Tous les gens qui sont passés depuis le rachat, c'est des gens qui connaissent Star Wars sur le bout des doigts et qui sont des fans de Star Wars. Je pense que c'est difficile d'échapper à Star Wars de manière générale. Je pense que de toute façon, une série, un film ne se fait pas tout seul. Donc si c'est pas le créateur, le showrunner, peu importe, ça va être la costumière qui est super fan, le chef déco qui est super fan, tous les techniciens, des acteurs, etc., qui peuvent amener des choses. Et même dans des jeux vidéo ou autre chose, moi j'ai pu voir comment ça se passe en studio, bah, tu as des gens qui sont méga fans, des super fans du coup, des gens qui sont moins fans, des gens qui sont pas du tout fans, mais en fait c'est cette énergie commune qui fait quand même un petit peu la création à la base. Et du coup moi je comprends d'autant moins l'article et cette idée d'avoir recours à des fans pour intervenir de près ou de loin, parce que je pense que ça serait peut-être plus sur des petits détails ou peut-être à certaines étapes clés, parce que tu peux pas non plus interrompre une production à tout moment parce que des fans sont pas contents. C'est pas réalisable. Peut-être que ça les rassure, les studios, de le faire, mais c'est pas gérable en termes de thunes. Ça leur coûterait plus cher qu'autre chose. Ils l'ont fait pour Sonic. C'est vrai, effectivement, par rapport au design du personnage. Ouais, mais c'était juste le design. Hein. Ouais. Bah, c'est un cas un petit peu particulier par rapport à l'animation. L'exception qui confirme la règle. Voilà, peut-être. Non, mais c'est intéressant parce que ça prouve que c'est quand même encore faisable. Ou qu'en tout cas, quelqu'un s'est dit, OK, le jeu envoie la chandelle, on va pas prendre le risque. Mais c'est vrai que ce qui est très bizarre, c'est quand même globalement l'énergie de tous ces studios et Lucasfilm en premier lieu, c'est d'être de plus en plus craintif vis-à-vis de la prise de risque créatif ou autre. Et donc, en fait, ils veulent de plus en plus limiter le risque, donc ils font la même chose. Ils invitent aussi des créateurs qui, finalement, en tant que fan, même si je ne sais même pas si consciemment ils ont envie de faire quelque chose de différent, parce qu'en tant que fan, on voudrait peut-être renouer, tu vois, avec l'esprit, etc. Mais par exemple, c'était un peu le brief pour J.J. Abrams. Donc, ça se trouve, il est fan, mais s'il avait eu une totale carte blanche, il aurait fait quelque chose de complètement différent. J'en doute, mais c'est possible. Donc, il y a toujours en fait des différentes sphères de fandom qui s'affrontent, parce qu'il y a les gens qui reçoivent, il y a les gens qui créent, il y a les gens qui accompagnent les créateurs, et il y a des gens qui accompagnent, donc par exemple le Story Group, et il y a des gens ensuite qui vont suivre spécifiquement sur les réseaux sociaux ou dans les salles les réactions des gens. Donc en fait, les fans, ils sont déjà partout, tout le temps, dans un écosystème qui est devenu complètement allergique au risque, et où finalement être apparemment fan te permet de limiter les risques ou d'assurer le succès. Or, on sait à l'échelle de Star Wars que c'est pas vrai. On a vu des trucs faits par des fans qui se sont plantés, on a vu des trucs faits par des pas fans qui ont super bien marché ou auprès d'un certain public. Et je pense qu'il faut quand même un peu de tout. Maintenant, ce qui est effectivement super bizarre, c'est qu'il y a 10 ans de ça, quand Star Wars a été racheté, il y avait cette peur-là de dire, mais en fait, on va arriver sur un Star Wars qui est fait par des fans automatiquement, parce qu'il y a tellement d'années qui sont passées que des gens qui ont grandi avec Star Wars vont se retrouver derrière la caméra. Et ça faisait peur aux gens en disant, ah oui, ça va faire un peu peut-être des clones des films. Et on l'a tous vécu, peu importe ce qu'on pense de tous ces films depuis le rachat. Il y a tout un moment où on s'est dit, ah, c'est dommage, c'est encore le même truc, tu vois. Et on l'a tous ressenti. Épisode 7. Mais à différents degrés, tu vois, on l'a tous ressenti sur un moment ou sur un autre.
Et c'est effectivement, je pense, parce qu'il y a des fans, mais c'est aussi parce que fan est devenu un peu une espèce de synonyme de OK, ça va rouler, c'est eux qui font ou défont une prod. Mais là aussi, c'est pas vrai parce qu'on voit en fait, et l'article de Variety, c'est ça qu'il est, il est un peu schizophrène parce qu'il montre que c'est une toute petite frange des fandoms qui génère énormément de contenu et de contenu hostile, toxique, etc., peu importe comment on l'appelle, et que par ailleurs, dans ce contenu toxique, il y a des choses qui sont punissables par la loi, tu vois, comme par exemple le harcèlement ou l'appel à des menaces de mort ou des trucs, tu vois, vraiment vénères. Et du coup, en fait, ils te parlent de ça et ils te disent, bon, bah, on a un peu les fous du bus qui font beaucoup de bruit. Donc, il faudrait peut-être que le bus, attention, soit organisé pour que tout le monde était en mode, bah non, en fait, on les enlève du bus. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas en inviter plus, sachant que potentiellement, déjà, le chauffeur est lui-même fan. À bord, c'est des fans. Je pense que des fans, en fait, on en a assez. Et je pense que s'il faut en ramener, c'est des gens qui ont aussi, qui viennent avec peut-être leur passion pour Star Wars, mais aussi d'autres influences, les mélanger à tel ou tel truc. Et c'est ce que j'avais vu notamment moi à titre personnel dans The Acolyte, qui par bien d'aspect m'a beaucoup déçu, mais sur ce truc-là, je le sentais, cette idée de ah ouais, je vois émerger un truc, une take, un point de vue différent. Et ça, on en manque cruellement sur n'importe quel fandom, mais je trouve Star Wars spécifiquement. Et alors, si Sylvain me dit que finalement, on va mettre encore plus de fans à tout moment, à toutes les étapes, je pense qu'on va au-devant d'un Star Wars un peu sans âme et sans saveur, quoi. Si on l'a pas déjà, malheureusement, un petit peu, quoi. Coucou Ahsoka. Filoni en prend pour son grade ce soir. Non, Ah ouais, mais tu dois le savoir, mais ni Seb et moi, on apprécie grandement ce qu'il a. J'aime- moi, j'ai été ses déçu. séries et autres. Filoni, il a fait du très bon et maintenant Ouais. il fait du très mauvais. Mais non, mais moi, Je voudrais vas-y, rebondir sur un truc que tu as dit, République, sur le manque de ou Thibaut, je sais jamais. Les deux iront, t'inquiète. Ça va être une fois sur deux, sur le manque de prise de risque. On l'a vu sur un autre fandom. Bon, je vais sortir, ça y est, ça va être mon moment Zack Snyder. Yes. On l'a vu à ce moment-là. Il a osé faire un Superman et un Batman différents. Ça lui a pété à la gueule. Donc, est-ce qu'on peut aussi, à un moment, comprendre que les studios n'aient pas envie de prendre des risques? Puisque s'ils essayent de prendre des risques, ça finit parce qu'il y a plus de fans qui ne vont pas aimer. Est-ce que d'un côté, on peut comprendre les studios comme ça? Leur business, moi je comprendrais jamais. Enfin, après, c'est un truc très personnel, mais c'est une industrie créative. Ça fait de l'argent, mais c'est créatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de répéter le même truc tout le temps. Et ça fait de l'argent en étant innovant, en étant nouveau, en faisant ressentir des émotions aux gens. C'est pas juste, tiens, j'ai acheté un téléphone, est-ce qu'il est mieux que le précédent? Est-ce qu'il est plus solide? Est-ce que la batterie tient plus, tu vois? C'est des choses qui sont un peu intangibles. Donc, pour moi, et tel que ça m'a été enseigné en cours ou ailleurs, leur business, c'est de canaliser cette créativité-là et de réussir à en faire effectivement de l'argent. Mais du coup, leur business, c'est justement la gestion du risque. Et de toute manière, si ces grandes franchises-là sont nées à un moment, c'est parce que des studios ont pris le risque de les financer. Maintenant, ils sont passés à l'étape d'après et de dire on va les faire survivre jusqu'à ce qu'elles perdent totalement leur saveur et que vraiment Hollywood n'apprend que quand ils perdent de l'argent et qu'ils perdent de l'argent vénère, parce qu'aujourd'hui, perdre de l'argent, c'est pas juste oh non, le film a coûté 200 millions et il en a rapporté que tant, ou même il en a pas rapporté. Il faut vraiment que ça soit un espèce de refus catégorique sur plusieurs mois et que vraiment dans cette guerre aussi du streaming, tu vois, qui a donné l'idée que même si Star Wars se plante, c'est une marque tellement puissante que si elle est sur ton service de streaming, c'est pas grave si tout est nul puisque c'est quand même Star Wars, tu vois. C'est pas une autre licence qui vient d'être créée ou qui est plus récente ou que les gens n'impriment pas. Donc au final, je pense que malheureusement pour moi, c'est leur business. Moi, je comprends pas pourquoi, parce que si je reprends ton exemple et qu'on sort de Star Wars, Batman v Superman, c'est pas le problème, c'est pas Zack Snyder, c'est même pas peut-être juste Warner Bros. C'est d'essayer de dire, on confie à un auteur qui a une vision très précise, plein de moyens, on veut qu'il développe un nouvel univers, mais on lui dit dès son premier film, il faut qu'il y ait tout plein de persos, il faut que tu fasses ça et ça. Et du coup, à la fin, on a un film qui est super long, qui satisfait à peu près personne. Enfin, il y a plein de trucs cool dans ce film-là, par ailleurs, que je trouve, moi, assez chouette. Mais je veux dire,
il y a plein de trucs qu'on passe à côté et on voit que dans une version rallongée d'une demi-heure, d'un coup l'intrigue prend sens, que ça c'est trop, etc., etc. Donc on sait que c'était faisable, que le film à un moment il aurait pu marcher si justement on avait canalisé peut-être cette, je sais pas comment dirais-je, mais cette avarice et aussi cette peur cette peur du risque d'autre part. Je pense que si tu disais à Zack Snyder, bah, tu as fait un Superman, maintenant tu vas faire un Batman, après tu feras un BVS, après tu feras Wonder Woman, bah, les personnages auraient pu se croiser, mais on partait sur plusieurs années et je suis assez persuadé que même si ça n'aurait pas forcément tapé le milliard à chaque fois, sa vision aurait émergé. Aujourd'hui, les gens ont voulu revoir sa vision parce qu'on savait qu'elle existait quand même, tu vois. Après, le problème, c'est que personne n'a réussi à nous la vendre et à fédérer autour de ça. Mais aujourd'hui, je te donne un autre exemple dans le jeu vidéo. Il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Concorde, qui a été développé pendant des années et qui est cancel 15 jours après sa sortie. Tu Le vois. studio vient d'être fermé. 170 personnes. Et le pire, c'est que j'ai vu des joueurs se réjouir. Il y a 170 personnes au chômage. Ils ne sont pas responsables de l'échec de ce jeu-là. Ils sont responsables parce qu'on leur a demandé de faire ce jeu-là. On leur a donné les consignes de faire ce jeu-là. Le seul responsable de l'échec de Concorde, c'est Sony. Et pourtant, il y a des joueurs qui se disent « Ouais, génial, ce studio de merde, il a fermé. » Exactement. Mais en fait, on dévie un petit peu, mais je pense que ça en dit long sur l'ambiance toxique globalement qui règne dans la pop culture, notamment à cause des fandoms, mais pas que, parce que quelque part, les fandoms, c'est jamais que la même pièce que le studio, parce que c'est très facile de dire « Tiens, ça n'a pas marché parce que les fans n'en ont pas voulu. » Ou parce que, tu vois, par exemple, sur Snyder. Mais c'est pas vrai, il y a plein de fans de Snyder. Et moi, le premier, avant en fait ces films d'ici, j'étais super fan, j'étais super excité de voir sa vision. Mais la vérité, c'est que dès son premier film, on lui a dit ta vision, en fait, on l'emmerde. On va aller vers autre chose et tu vas devoir la raccourcir. Et donc, en fait, quelque part, je ne dis pas que ça aurait été un carton planétaire ou que ça aurait plu à tout le monde. Mais à défaut, on aurait eu quelque chose de singulier. Et peut-être que dans 10 ans, on se serait dit on a été dur avec ce film. Un peu comme on l'est aujourd'hui avec la prélogie, tu vois, en mode on ne peut pas attaquer la prélogie en disant il n'y a pas de vision, ça n'a pas d'âme, etc. On peut dire ça me plaît pas, la réal j'aime pas, Lucas il a pété des câbles avec ses fonds verts et la technologie numérique ou que sais-je, mais personne ne peut lui enlever que c'est son truc et qu'on sent émerger quelque chose au fur et à mesure de ses films. Aujourd'hui, si tu fais un jeu, tu as 15 jours pour prouver, tu as un film pour prouver, une saison, visiblement aussi pour Star Wars. Du coup, c'est comment tu fais. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un banger à chaque épisode pendant 8 semaines, ou alors il faut que, donc ça c'est plutôt un peu, enfin plus que 8 semaines, mais c'est un peu la version Endor, très slow burning, de genre ouais ça prend son temps, mais c'est quand même pas mal et tout. Et bam, on tape entre guillemets un pic, mais on voit que c'est pas du tout la série qui a le plus marché. Et par contre, sinon, il y a la technique Filoni, désolé, j'en rajoute, mais c'est de dire tu fais rien, tu fais une histoire rachitique où il ne se passe pas grand-chose, mais tu as 2-3 belles images, et à la fin, hop, tu as passé un cap, tu as avancé sur ta petite quête, tu as déplacé ton pion sur l'échiquier, et tu regarderas la semaine prochaine, parce que c'est inoffensif. Et donc, en fait, du coup, ça permet de contenir un peu cette créativité-là et ces fans-là au minimum, tu vois, en mode genre ça bouge pas. Mais je pense qu'en fait, malheureusement, on est condamné à faire ça, ou alors on est condamné enfin, je sais pas, j'aimerais bien quand même un monde où les gens acceptent de nouveau de prendre du risque, surtout qu'ils font quand même beaucoup d'argent à côté. Mais Seb voulait parler, donc j'arrête là. Si, je me souviens plein de trucs, je vais vous dire sur plein de trucs depuis 10 minutes. Excuse-moi, le tunnel. Je vais revenir un peu en arrière sur ce qu'il faut être fan ou pas pour un truc. Pour moi, c'est pas une question d'être fan. Enfin, être fan, ça peut t'aider à connaître, ça peut donner, à connaître un peu le lore. Mais il faut connaître ton univers. Il ne faut pas en être fan, il faut en avoir la connaissance. C'est ça. Donc tu peux. Moi, il y a un truc que j'ai pas supporté sur The Acolyte, c'est on avait critiqué Manny Jacinto qui joue Kimir, parce qu'un jour en interview, il a dit ouais, j'ai adoré le moment où Luke Skywalker, où Anakin détruit l'étoile noire. Il a confondu Luke et Anakin. C'était lui, je croyais que c'était Cord, l'acteur qui jouait Cord ou. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est la même logique. Voilà. Ouais. Mais, et du coup, même ça nous. Enfin, qui ne s'est jamais trompé entre Jango Fett, Boba Fett, tu vois, ça arrive et ça tombe. Il a peut-être. Sylvain. Il a levé la main, impossible que je me trompe. Il a peut-être dit Anakin en pensant à Luke, tu vois, et à la rigueur, c'est pas grave. Est-ce que ça va t'empêcher de jouer correctement un apprenti-site d'une histoire qui se déroule 150 ans avant? C'est une coquille. Absolument pas.
Absolument pas. Et je trouve que ces genres de critiques qui sont vraiment toxiques et négatives, on va se focaliser sur un point de détail et oublier tout le reste. Parce que je veux dire, désolé, mais Manny Jacinto, il joue extrêmement bien. C'est un des points forts de The Acolyte, c'est son personnage qui je trouve bien écrit. The Acolyte, ça a quand même le don de t'attacher à un senior Sith et à la fin, tu détestes un Jedi, quoi, tu vois. Normalement, c'est pas censé être ça. Après, pour le manque de prise de risque et tout, Disney, enfin Lucasfilm nous a montré que effectivement, c'était pas pour demain et la prise de risque, parce que à Célébration, on t'annonce 3 films, 2 risqués pour moi qui sont parce qu'on va un peu dans l'inconnu, à savoir déjà le film sur le nouvel ordre de Jacques de Ray. Ils savent très bien que la postlogie n'a pas fait l'unanimité. Ils continuent quand même avec ce personnage-là quelques années plus tard, donc ils prennent dans un sens un risque de remettre Ray sur le devant de la scène, et là ils ont intérêt à pas se louper. Et d'un côté, à l'opposé, on a James Mangold qui va nous faire l'origine des Jedi 25 000 ans avant. Donc là, pour le coup, on est encore dans l'inconnu. Donc je me dis, c'est de la nouveauté, c'est pas mal, voilà. Et au milieu de ça, on a, désolé, il s'en prend plein la gueule ce soir, mais Mandalo et Grogu. Non, même pas. Avant, t'as Dave Filoni qui est annoncé sur un film qui serait la conclusion, le Avengers des séries du Mondoverse, quoi, tu vois. Tout va se conclure avec son film. Là, pour le coup, les séries qu'on aime ou qu'on n'aime pas font quand même du Mondoverse notamment, elles font quand même des bons scores, et donc du coup, prise de risque 0. Et prise de risque, même pas 0, mais -2, -3, -4, c'est qu'en fait, on t'a annoncé 3 films, mais on t'annonce qu'il y en a un 4e qui n'a pas été annoncé, qui va sortir avant tout cela, et c'est Mandalorian et Grogu, parce que Mandalorian et Grogu, ça marche, ça fait vendre des jouets, et le grand public aime ça, et donc du coup, on va lui donner de la soupe, quoi. Mais c'est surtout que ça a été annoncé, mais que les autres, on n'a pas de nouvelles, ou alors, quand on en a, elles sont pas bonnes. Ouais, comme le scénariste qui se barre. Récemment, on a eu des petites nouvelles des 2 projets. Alors, il y a une rumeur qui a été très vite démentie, comme quoi James Mangold, il allait tourner son film l'année prochaine. Finalement, non, il y a eu du rétropédalage en mode non, là, il finit son film avec Bob Dylan, avec Timothée Chalamet. Et après, normalement, il va se mettre à ce film. Ce soir, le Star Wars sera son prochain film, mais il n'y a pas de calendrier annoncé, rien. Ça va prendre le temps que ça prendra. Et concernant le film sur Daisy Ridley, d'un côté, alors il y a eu Damon Lindelof qui a été éjecté il y a plusieurs années de ça. Après, c'est Steven Knight qui a pris le relais. Et là, donc du coup, il a quitté le projet, mais en même temps, il bossait sur le film Peaky Blinders. Donc en fait, j'ai l'impression que le Star Wars, c'était un peu son projet bis. Mais de toute façon, après, moi, ça ne m'inquiète pas dans le sens où à Hollywood, en fait, c'est monnaie courante, les chaises musicales au niveau des scénaristes. Tu n'as pas un scénariste sur un film, généralement. Après, ce qui m'inquiète, c'est que ça commence à prendre l'allure d'un serpent de mer. Mais d'un côté, là, on ne pourra pas ils n'ont pas intérêt à se louper sur le scénario parce qu'ils auront du coup pris beaucoup leur temps, quoi, tu vois, pour l'écrire et tout. Donc, j'espère que c'est pour le bon, pour le meilleur, hein, qu'on prenne le temps d'écrire une histoire potable et tout. Mais ouais, moi j'ai peur aussi que ce film, notamment à cause de la toxicité de certains fandoms, parce que Daisy Ridley notamment, elle a eu le malheur de dire récemment en interview quand elle était à Deauville que oui, elle est au courant qu'il y a beaucoup de négativité sur le personnage de Rey, mais qu'elle ne pourrait pas changer le regard qu'auront certains hommes sur des personnages féminins. Ce qui est vrai, il y a des incels comme ça et tout sur le net. Et Star Wars Theory, tout dit Daisy Ridley a insulté les hommes, nation, féminisme et tout. Encore une vidéo qui a bien marché. Voilà, et j'ai peur que ce film, même s'il sera excellent, ce que je lui souhaite, j'en sais rien, et rien que pour ça, il sera tué dans l'œuf. Et ça m'embêterait bien. Mais voilà, Mandalorian et Grogu, j'espère une fois encore que le film sera bien. Je souhaite que du bon à la saga, mais quand je vois que j'ai l'impression que le film est en fait une saison 4 transformée en film, qui est bricolé et qui tournait vraiment dans la foulée. C'est totalement ça. Faut arrêter de se mentir, je pense. J'ai peur du résultat. De toute façon, et puis, autre connerie absolue, le film sort en mai 2026. Et qu'est-ce qui sort en mai 2026 ? Avengers Doomsday. Alors du coup, tu as tes 2 plus grosses franchises qui vont revenir après des années d'absence. Au même moment. Et ils te foutent ça le même mois. Ouais, potentiellement, ça. Non, mais il y en a qui va bouger. Non, mais il y a forcément qui va bouger. J'espère, et je le souhaite parce que sinon, ça ne prendrait pas. Ou alors, en fait, tu auras une confirmation que Star Wars, c'est
plus vraiment soit la priorité, ou que tu vois, ça Ah oui, change en termes de clairement. stratégie, tu vois, de dire, Voilà. en fait, aujourd'hui, on vise plus forcément le milliard et d'être hégémonique. On vise les gens qui veulent faire du Star Wars, pas prise de tête. On fait notre moitié de milliard ou que sais-je, Ah et oui. dans un film inoffensif. Mais Oui, ils assument que c'est une série, enfin, c'est une saga qui passe de A à B, quoi. Voilà. de toute façon, de base, je vois pas comment un truc basé sur 3 saisons d'une série peut rassembler autant de gens que des films. Mais Oui. réponse dans 2 ans, quoi. Voilà. Et je sais Ouais. pas si vous connaissez la série The Franchise, je prononce pas bien sur J'en ai HBO. entendu parler, j'ai pas Je maté le encore. connais, Ouais, mais du j'ai coup, j'ai pas encore regardé. lancé. Mais du coup, ça reprend ce côté, le problème de scénaristique des studios qui prennent pas de risques. Ça suit l'histoire clairement d'un MCU parallèle, quoi, tu vois. Ouais. Et tu suis les aventures d'un premier assistant réalisateur qui est sur l'équivalent d'un Aquaman, entre guillemets. Mhm. Et en fait, il doit dire, tu as tous les pros, tu as le Kevin Feige qui dit, oh non, oh, mais là, le film que tu tournes, finalement, il va se passer après un film qui sera tourné après, et ton film a moins d'importance que le film qui va se tourner après, mais qui se déroulera avant. Du coup, là, genre, tous tes personnages-là, en fait, que tu as mis dans ton film, en fait, ils vont mourir dans le film qu'on va tourner plus tard, mais qui se déroulera avant. Donc, il faut que tu rechanges tout ton scénario et tout, et au fur et à mesure du temps, je sais ça. Et je sais pas, donc en fait, c'est hyper intéressant et rigolo à voir cette série parce que tu sais qu'il y a forcément du vrai dedans, mais à quel point le trait est grossi ou pas. Mais voilà, je vous encourage à regarder ça, c'est assez intéressant sur l'industrie hollywoodienne. Voilà. Ouais, C'est ça a sur l'air pas quel mal. diffuseur, ça? C'est Prime? HBO, c'est HBO, donc Ah, c'est Max. Max, ok. Voilà. Alors, faut regarder The Penguin, et après, Mm. vous allez sur The Franchise. Voilà. Autre point, où est-ce qu'on en est? Ouais, je crois qu'on a... Est-ce que pour vous, à un seul moment, ce serait une bonne idée d'intégrer ces Bah, super fans? pour moi, franchement, c'est vraiment. Sous quelle... Attends, Vas-y, sous dis-moi. quelles conditions ça pourrait être une bonne idée? Bah, en fait, je pense que ça serait une bonne idée si tu pars du principe que le story group peut pas tout faire tout seul, qu'il a besoin du regard des fans et que on peut encore modifier, corriger l'erreur. Parce qu'en fait, moi, j'ai aussi très peur du côté on va faire des projections de tests, ou alors il n'y aura pas tous les effets spéciaux, le montage ne sera pas terminé, etc. On va avoir le retour des gens, il va être catastrophique, mais on va nous dire super fan, et là quelqu'un va se dire écoute frère, le film pour l'instant il a coûté 100 millions, si on fait l'année de post-production qui nous attend, il va coûter 200 millions, si on arrête maintenant, on gagne 100 millions, tu vois. Et on perd pas plus, on perd pas plus d'argent. Sachant qu'il y a aussi des questions de fiscalité qui ont joué, par exemple, sur des films chez Warner Bros. Qui ont annulé le film Bad Girl, etc. Des choses comme ça. Bad Girl, et... ouais. Donc on sait que... Alors, c'est un exemple aussi intéressant parce que le film a été tué pour ça officiellement, mais officieusement, c'est déjà un film qui, avant même la première image, se prenait déjà une shitstorm parce que l'actrice était noire pour jouer Bad Girl, tu vois. Donc du coup, tu te dis, en fait, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette réalité qui est décrite par Variety, où il y a des mecs qui disent, attends, on va au-devant d'une levée de bouclier pas possible, et en plus, ça va nous coûter cher. Non, 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 on va économiser direct. Donc en fait, si ça, je vois pas de cas, vu ce qu'on disait tout à l'heure sur où on en est dans le monde, tu as moins en moins de temps pour prouver, mais en même temps, il y a de plus en plus de pression sur tes équipes, etc. Tu défends pas tes équipes aussi, tu parlais des Ridley tout à l'heure, mais on peut citer quasiment tous les acteurs qui sont passés par des séries Star Wars et des films Star Wars ces dernières années qui s'en prennent plein la gueule, sans forcément beaucoup de soutien de la part de Lucasfilm derrière. Si t'es pas un mâle blanc hétéro, c'est compliqué. Hein. Bah, on va dire j'ai qu'il l'impression doit dire que ça, mais en vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai l'impression que Ridley avait eu un... Mais c'est vrai qu'en fait, si tu t'arrêtes au truc officiel, il n'y a vraiment pas grand-chose. Après, officieusement, tu sens que les gens sont fédérés autour de certains personnages ou de certains interprètes. Mais tout ça pour dire que, en fait, le monde, il est déjà un peu brisé. L'équilibre dans la force est déjà brisé. Et du coup, je vois pas dans quel cas de figure ça pourrait fonctionner. Mais mettons qu'on soit dans un monde où l'équilibre est ramené, je dis pas, tu vois, mon exemple des coups d'hier de Claude, je me dis, en fait, si tu avais des cosplayers sur place, ils auraient tout de suite vu ça, tu vois. Si tu avais des fans qui sont vraiment, qui poncent vraiment Star Wars, ils l'auraient vu ça. Mais en même temps,
on revient à ta première question, Sylvain, c'est quoi un super fan? Est-ce que c'est un mec qui va voir ça? Parce qu'en fait, pour voir ça, il faut connaître comment, limite, les costumes c'est fait, quelles sont les contraintes. Pour pouvoir trouver une réponse à ça, derrière, il faut des professionnels. Si toi, tu arrives en tant que fan et tu fais « Attends, moi, Sylvain, j'ai la collection de tous les clones, tu t'es gouré, là, le bleu sur l'armure de Rex en live action, il n'est pas bleu comme ça, il doit être plus bleu comme ça. » Ok, c'est cool, mais est-ce qu'ils peuvent le changer? Est-ce qu'on a pris en compte, tu vois, que par rapport à la lumière, les fonds verts, le volume, etc., etc. En fait, c'est ça qui me paraît complètement dérisoire. Alors après, en vrai, les focus group, ça existe déjà. Il y a déjà des projections de tests, il y a déjà plein de choses. C'est pas forcément avec des fans. Généralement, d'ailleurs, c'est plutôt avec un public assez polyvalent. Et en fait, c'est plus pour saisir un retour et voir ce qu'on peut changer par rapport à ce retour. Et parfois, c'est des groupes tout petits. Et je sais que ça a pu profiter en bien à certains projets. Il me semble, par exemple, que The Last Jedi, il y avait ils avaient eu un retard et que Rian Johnson avait expliqué que ce retard, il était notamment dû parce qu'il avait réécrit des scènes avec Finn et Poe qui du coup ont amené un autre problème, c'est-à-dire que maintenant il y avait trop de complicité entre les personnages et les gens ont attendu autre chose, mais que du coup au départ il devait vivre plus d'aventures, finalement non, puis finalement il y avait si peu que lui a réécrit et que parce que les gens disaient ah non mais cette dynamique entre les deux elle était cool, nous on veut voir la suite, tu vois, on a vu dans le set c'est cool, on veut voir la suite de cette dynamique là. Et il n'a pas tout changé parce que je pense qu'il était en train de tourner ou d'écrire et c'était compliqué, mais ça peut avoir de bonnes répercussions. Maintenant, j'ai pas l'impression que être fan là-dedans fasse une grosse différence. Tu vois, je veux dire, surtout sur des trucs type sur les comics ou sur des trucs qui existent déjà, type l'armure de clone, l'exemple que je disais tout à l'heure, ou si tu prends le costume d'un personnage, je sais pas, tu peux te dire, ah, vous pourriez vous inspirer de Frank Miller ou de machin. Mais je veux dire, sur le Star Wars, tu es en train de faire un truc 25 000 ans avant, dire, ah bah non, moi j'aime pas la forme du sabre laser, enfin, je veux dire, désolé, mais c'est pas notre problème, c'est le problème des créateurs, tu vois, faut avancer dedans. Surtout quand tu vois les productions de Star Wars que ça a été ces dernières années, notamment Star Wars 9, où tu regardes le making-of et les mecs, ils ont tous les MacGuffin devant eux, un peu interchangeables, et tu te dis, mais qu'est-ce qui. Ah tiens, on va prendre la dague c'est bien, vas-y. On fait un truc ouais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'un fan peut ajouter à ça, tu vois. C'est trop bizarre. Alors après, en fait, je sais pas s'il y a des fans, si super fan, ça veut dire que, bah, en fait, toi, tu es dans l'industrie, ou tu as un bagou, ou tu as un truc, ton contenu, il est réputé être intéressant, pointu, renseigné. Je dis pas, tu vois. Mais c'est sûr que si tu prends l'exemple inverse, l'antéchrist Star Wars Fury, tu te dis non, mais en fait, ce mec-là, il peut pas interagir avec les créateurs, et je pense même il veut pas, parce que c'est pas son rôle, en fait. Lui, son biz, c'est complètement différent de tout ça. Et je sais même pas si un studio voudrait faire ça. Ça me donne un peu l'impression que tu mettrais, tu vois, genre deux personnes dans le métier on ne peut plus différents et dont la personnalité on ne peut plus différent à la même table et en espérant que ça va résoudre tes problèmes. Je pense que c'est pas forcément la super bonne solution. Ouais. Donc je vois pas en fait dans quelle figure Sylvain ça pourrait rouler. Il faudrait vraiment avoir un pipeline super. En fait, il faudrait que déjà les productions aillent bien, je pense, parce que je crois que ça serait de l'amélioration. Tu vois, ce serait un truc nice to have. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'on va essayer de peaufiner? Qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en avant? Sur quoi on s'est loupé? Tiens, ok, ce petit détail-là, on pourra changer. Ça, on pourra pas. Mais je veux dire, imagine, tu invites un gars, parce que c'est ça que moi, je comprends pas aussi, c'est qu'il parle des gens qui sont très vocaux et qui ont des communautés dans l'article. Mais tu te dis, ok, mais si tu invites un gars, il va signer un contrat de confidentialité. Ouais, donc en fait, il ne peut pas faire du contenu là-dessus. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va le dire 6 mois plus tard et il va dire, vous savez les gars, moi j'ai tout fait, hein. J'ai fait tout mon possible. Hein. Et tu vois, mais en fait, c'est pas tenable. Je veux dire, et d'ailleurs, l'article le montre bien. C'est-à-dire que quand tu parles de gens qui menacent de mort d'autres gens et que tu dis, bon, les studios vont leur donner un peu plus la parole, tu te dis, pourquoi au juste en fait? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que fondamentalement, si ces gens-là sont prêts à faire ça, je pense pas que parce qu'ils choisissent la dague au lieu du Wayfinder, ils vont être contents, tu vois. Moi, je pense qu'ils ont plus. Enfin, moi, je sais pas comment ils font, mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà une liste de super fans, entre guillemets, les Lucasfilm, parce que j'ai remarqué quand tu vois les avant-premières des films, des séries et tout, au niveau des cosplayers, c'est toujours les mêmes. Il y a vraiment les mêmes têtes qui reviennent. Et je me dis, ils ont déjà leur listing forcément à ce moment-là. Moi, comme j'ai peur qui se basent, si jamais ils font ça, sur le nombre de vues. Dans ce cas-là, on est mal barré. Mais moi, ça ne peut pas marcher du fait que, en fait, il ne faut pas donner aux fans ce qu'ils veulent. Il faut donner aux fans
qu'ils savent pas qu'ils veulent, tu vois. Genre, Ce dont ils ont besoin. C'est ça. Mais genre, Ouais. et je reparle d'Andor encore une fois. Andor, personne l'a vu venir cette série. Et beaucoup de gens étaient en mode, mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans Cassian Andor et tout, c'est nul, j'ai pas regardé. Et au final, à part 2-3 zigotos qui disaient sur Andor, on dort parce que c'est chiant, et qui n'ont rien compris au développement d'une histoire et d'un personnage, et ben finalement, c'est la série à laquelle on s'attendait le moins, qui est la meilleure qualitativement. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que Andor, vraiment, de plus en plus de gens disent que c'est la meilleure série, tu vois. Ça, il y a encore 2-3 ans, au moment de la sortie, c'était assez divisé encore. Parce qu'il y a Ouais, mais je pense qu'il faut laisser aujourd'hui, pas autant, quoi. Aujourd'hui, tout le monde, j'ai l'impression que ça devient à peu près unanime que Andor, c'est. Ou alors les gens disent, c'est bien, j'aime pas, mais je reconnais une qualité à la série, tu vois. J'ai l'impression que c'est le pire que j'entends aujourd'hui sur la série. Et tant mieux. Alors que Mandalorian, où tout le monde jurait là-dessus à l'époque et tout, bah maintenant, j'ai l'impression que c'est de plus en plus critiqué. C'est pour ça que j'ai très peur du film Mandalorian et gros goût. Ça donnera quoi. Mais voilà, faut pas donner aux fans ce qu'ils veulent, voilà. Et puis moi, par exemple, moi je serais pas un très bon. Enfin, moi je serais biaisé si, par exemple, j'intégrais un groupe comme ça, tu vois. Bah, bien sûr. J'adore Han Solo. La voudrais dernière mettre chose à faire, c'est de le Harrison Ford ressusciter. absolument Ce dans serait la toutes les dernière chose scènes. à faire de le ressusciter, tu vois. Il est mort, Ouais. même si je suis pas fan de comment il meurt et tout. Bah voilà, bon, c'est fait, je l'accepte, c'est bon, stop. Mais passons à autre chose, tu vois. Mais voilà, faut. Alors peut-être que des fois, il y a des trucs que veulent les fans qui pourraient donner de très bonnes choses. Moi, j'avais fait récemment parce qu'avec Planet Star Wars, j'avais fait un sondage sur Instagram. C'est quoi votre projet rêvé? Et en gros, les trucs qui revenaient tout le temps, c'était je veux The Clone Wars en live action. Pire idée du monde. Je veux la tu fais les combos sabre laser. Non, j'ai eu beaucoup, ça revenait aussi. Je veux KOTOR ou Dark Revan. Là, je dis pourquoi pas, ouais, mais je sais pas s'il y a déjà un jeu vidéo très bon dessus, donc les gens sont forcément. Ouais, mais en plus, c'est ça. Moi, j'ai une imagination débordante. Je me suis déjà fait dans ma tête la trilogie sur Revan en prenant les jeux. Mais c'est tellement un fantasme que les gens. Mais le problème, mais c'est un fantasme. Mais le truc, c'est que tu as déjà joué à KOTOR 1 ou KOTOR 2, tu as des dizaines d'heures. Ouais. Et c'est comme. Des milliers. Tu as 15 personnages principaux rien que pour ton équipage. Comment tu fais tenir tout ça dans 2 heures de film? C'est comme le Dune de Jodorowsky. Tout le monde dit que c'est un film culte parce qu'il n'a jamais existé. Si le film avait été réalisé, peut-être qu'il aurait été très mauvais, on l'aurait oublié, ce serait un nanar. Mais là, il y a toute cette mythologie, ce fantasme autour de ce film qui font que les gens en parlent et ils le désirent. Et des fois, c'est pas plus mal que le fantasme ne se réalise pas, tu vois. Mais par contre, pour revenir aux réponses que j'ai eues, j'ai eu quand même des gens qui m'ont répondu « Je veux la trilogie de Rian Johnson ». Et pour le coup, je la veux aussi. Ça, c'est bien. Mais surtout que c'est un peu le seul projet qui a été annoncé et pendant un temps en tout cas validé sur la base d'un auteur. C'est-à-dire vraiment, il a carte blanche, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une nouvelle trilogie Star Wars. Et tu vois, très vite, maintenant, on est passé dans une autre ère. Et finalement, tu vois, je pense que ton exemple, je fais une petite parenthèse sur le côté Clone Wars en live action, mais il est ultra symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que même quand, justement, par rapport à ce côté, ce qu'on veut versus ce dont on a vraiment besoin et tout, mais en fait, on consomme plus que Star Wars et tous les fandoms par le prisme de tellement de trucs qui ont une prise de risque et une créativité proche de zéro que ce qu'on propose nous-mêmes, c'est ça. Alors qu'à l'époque de Clone Wars, personne m'a jamais dit putain, j'aimerais bien voir ça en live action. Non, mais les gens ont eu un pauvre flashback dans de la fumée sans décor dans Ahsoka. C'était si nul. Et tous les gens. Non, mais en fait, c'est que les gens et attention, je vais faire mon boomer un peu connard et tout. Je suis désolé d'avance, mais c'est pas le but. Et j'ai l'impression que les gens qui demandent ça, c'est un public très jeune qui a grandi avec la prélogie et ils ont plus l'affect, la nostalgie de revoir Anakin et Ahsoka, des personnages avec lesquels ils ont grandi en live action, et ils se disent c'est génial, je suis trop content de voir ça. Il faudrait maintenant en faire une série. Non, déjà un flashback c'était trop parce qu'il est totalement raté. Je trouve qu'on dirait vraiment moi, la première chose que j'ai vue, c'est en mode ok, ils n'ont pas de budget décor, on met la machine à fumer à fond et tout. Et, vraiment, on met des lampes oranges et au-delà de la réalisation, c'est juste l'idée, tu vois, c'est juste ça moi, que je voulais dire. C'est-à-dire que cette idée-là dans Ahsoka et globalement l'idée qu'avaient les gens qui répondaient à ton sondage, elle me fait peur parce que je me dis, mais en fait, Star Wars n'a plus rien à raconter
qu'on en est à imaginer un projet rêve, carte blanche illimitée, je refais Clone Wars en live action. Mais alors qu'on a 7 saisons. 7 saisons. C'est ça, à quoi ça sert? En fait, la série, elle est très bien. Enfin, et ses défauts de sécurité. Et il y a 2 semaines, et ça va pas dans notre sens, mais Ewan McGregor qui est dans un Comic-Con dit « Ah, moi, j'aimerais trop refaire Obi-Wan. » Porter l'armure, ouais. Et porter l'armure et tout. Et les gens je te remets, vas-y, casse-toi. Ah ouais, trop bien voir Obi-Wan dans une armure, ce sera trop cool et tout. Mais oui, regarde, mais je l'ai, la figurine. Attends, je vais te la montrer. Bon, là, je vais te faire tout tomber. Mais j'ai la figurine de Obi-Wan en armure. Elle est trop cool, c'est génial. Mais c'est génial en jouer. Je ne veux pas forcément voir. C'est pas un design cool qui va faire une bonne histoire. Non. Ouais, mais je pense que c'est ultra symptomatique de ce qu'on a traversé avec Star Wars sur ces dernières années, où finalement le Star Wars jouait, pour moi, c'était pas forcément le cas à l'origine, je pense, de ce projet-là, mais c'est The Mandalorian, tu vois, c'est ce qui s'est imposé comme le truc qui justement fait pas trop de vagues auprès du fandom, etc. Et du coup, c'est devenu la norme de ce que Star Wars doit être, et ce qu'on voudrait presque un peu parfois, même inconsciemment, que ce soit, tu vois, en disant, quand t'as McGregor qui commence à dire ça, alors lui, il veut revenir, on l'a bien compris, et il le disait déjà avant, et que nous, on imagine des trucs finalement assez basiques, qui sont des adaptations, soit de The Old Republic, soit de, tu vois, d'Arc, de Clone Wars en live action. Je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas de projet rêvé. En fait, je veux juste que Star Wars me sorte un truc auquel j'avais pas forcément pensé, et tu vois, et potentiellement bien, effectivement. Et quand les gens te parlent de trucs, de projets rêvés, ils te parlent de personnages, d'époque, mais ils te parlent rarement de genre. Tu vois, moi, j'aimerais voir un film d'horreur sur Star Wars. J'aimerais voir une comédie, tu vois, une comédie dans un Star Wars, tu vois. Ça changerait. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la Il paraît, ouais. Il paraît qu'ils ont essayé de faire une comédie. Et le problème, c'est que le scénario du film, c'était le gars qui a créé Han Solo, qui aime Han Solo. Alors, je suis pas d'accord. Il dit, non, les gars, vous faites pas de la merde avec mon personnage. Non, mais regarde, hier, j'ai fait avec Sofiane du podcast La Saga, là, on a fait les commentaires audio de Solo hier pour rigoler. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est lui qui m'a fait la remarque, et je trouve qu'il a raison, c'est qu'en fait, quand tu regardes le film, c'est gris, c'est premier degré et tout, et tu as l'impression qu'en fait, ils ont essayé de faire un film sérieux avec un personnage comique. Parce que Solo, au final, quand tu regardes le film, il est très premier degré. Et tout mais c'était pas le cas à l'origine. Tout n'est pas coloré, c'est ça. Et j'aurais adoré un film de Lord et Miller sur Han Solo, qu'on leur donne carte blanche, et même si Lawrence Kasdan, même s'il a écrit un très bon script avec Indiana Jones et l'Empire contre-attaque, fallait qu'il prenne sur soi, qu'il mette son ego de côté pour dire ok, j'ai mon script, mais la vision des réalisateurs aussi est importante. Et c'est pour ça que c'est ce que disait Sylvain, c'est que c'est le côté créateur et fan du personnage, finalement, qui, créateur, c'est pas lui qui l'a créé, mais tu vois, qui l'a un peu immortalisé, qui a pesé un peu plus dans la balance. Donc, voilà. Non, mais après, je peux comprendre, tu vois, son point de vue à lui. C'est dommage que ça ait fait un film si premier degré pour le coup. Mais ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, au final, les fandoms, c'est quand même plutôt quelque chose que pendant longtemps, j'ai vu comme un truc assez positif, tu vois. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on en ressort aujourd'hui, c'est plutôt des trucs un peu d'entre-soi au mieux, toxiques au pire. Et puis, il y a tout un truc sur de l'ordre de la répétition. En fait, on est devenu un peu la machine à cloner des studios, quoi. Dire, les fans, ils aiment ça, on veut ça, tu vois. Au final, je crois qu'on est tous tombés amoureux de Star Wars parce que c'était un peu n'importe quoi, et c'est toujours un peu n'importe quoi Star Wars quand il réfléchit, tu vois. Ça part tellement dans tous les sens, il y a tellement tout dans Star Wars, et au final, ce qu'on a par rapport à ce que ça pourrait être, on dit assez long, quoi. Il y a un article récemment, je crois que c'est la semaine dernière, il y a Alan Moore qui a écrit une tribune dans le Guardian, un journal britannique, où il parle des fandoms, et lui, il fait carrément le parallèle entre le fait que notre culture, elle s'est tellement fandomisée qu'il associe ça avec les montées, tu vois, de l'extrême droite et des choses comme ça. Il parle de Trump, il parle de beaucoup de choses. Alors après, c'est Alan Moore, il a toujours un cerveau assez cosmique et super intéressant à suivre. On sera d'accord ou non. Il ne doit pas boire ni fumer que de l'eau, lui. Non, c'est clair. Mais pour le coup, l'article, il est vraiment sobre. Il a vraiment fait un truc vraiment très accessible par rapport à ce qu'il a l'habitude d'écrire. Et tu vois, il parle justement de comment lui, le fandom, ça l'a initié à plein de trucs, comment lui, il voit ça comme aussi quelque chose de super important et de créatif, un lieu pour les fans, justement, d'échange et de création, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est devenu de moins en moins
un espace d'échange parce qu'on se tire juste la bourre entre nous et on est en mode ouais, Star Wars en direct, ils ont dit ça, c'est des connards, moi j'écoute que machin, parce que voilà, on veut plus se frotter un avis contraire ou potentiellement juste échanger. Et après, pour la création, on n'est plus dans la création, en fait, on est un peu dans le commentaire, quoi, tu vois. Star Wars Theory, son bise, c'est de commenter des trucs. Et des fois, quand il commente des trucs du style, quand Filoni parle de la prélogie dans un making-of de The Mandalorian et qu'il est en mode « Ouah, j'avais jamais vu le film comme ça !» Et t'es en mode « Mais comment t'as vu le film, en fait, pendant toutes ces années ?» Il est juste littéralement en train de décrire le film, quoi. C'est une take assez tiède sur, que fait Filoni à ce moment-là sur la prélogie. Mais je sais pas. En fait, je me dis, c'est ça qui... En fait, on s'est un peu fait... on a perdu notre puissance aussi sur le fandom, quoi. Je me souviens... Anakin Webb et moi, tu vois, qui arrive avec mes petits yeux pleins de Star Wars et tout, puis j'ai changé, j'avais des idées, des théories, des machins, et c'est super intéressant. Mais en fait, maintenant que c'est devenu un peu une espèce de aussi de truc, tu vois, systémique, de genre entre chaque épisode, tu vas avoir ton podcast, ton YouTube, ton truc, et puis les gens ont des théories et des dramas sur un peu tout. Tu vois, il y a vraiment un côté, c'est épuisant, quoi, aujourd'hui, de suivre, tu vois, ne serait-ce qu'une série. Parce que chaque semaine, il y a un nouveau drama, il y a une nouvelle théorie. Dès qu'il y a un personnage masqué, il faut que ça soit 50 personnages putain, m'en parle pas, mais là, l'inquisiteur dans Ahsoka, j'étais le premier à dire non, mais c'est lui, en fait. C'est pas... Arrêtez de chercher que c'est pas parce qu'il a un masque qu'on cache une identité. Un personnage masqué peut être son propre personnage, quoi. Mais c'est là où moi je trouve qu'on a perdu un peu notre créativité nous-mêmes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, je veux pas excuser les studios, mais si je me dis qu'ils nous regardent avec une petite loupe ou un microscope, ils doivent se dire putain, les cons, on leur file un truc masqué, ils sortent tout le temps Dark Maul ou que sais-je, tu vois, genre. Et du coup, je me dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, globalement, on montre aussi une vision ultra binaire de ce qu'est le fandom. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça doit être cancel, ça doit être cloné à l'infini. C'est forcément ce personnage sous ce casque et pas un nouveau personnage, parce que sinon, ça m'intéresse pas. Ça renvoie cette image-là. Pour des mecs en studio qui sont des exécutifs, qui sont pensés à foutre un tampon validé ou non, je parodie, mais sur certains projets, honnêtement, c'est à ça que ça ressemble. Ils voient pas des gens qui se réunissent, qui créent, qui sont en mode ah putain, les mecs sont hyper exigeants, ils ont une attente de fou, faut qu'on fasse un truc carré. Ils voient juste ah ouais, ils s'arrêtent sur des micro-détails, si on balance les détails, on y va, tu vois. Il y a quelques années, c'était aussi un article de Variety, je crois, ou du Hollywood Reporter, il y avait des gars de chez Marvel Studios qui avaient dit pourquoi on s'emmerde à avoir des scénarios quand avec des caméos, on a les mêmes réactions, voire des meilleures réactions dans les salles. Les mecs avouaient qu'en fait, les scénarios étaient plus construits d'après les règles de l'écriture, mais juste pour créer des réactions à un moment précis, à telle ou telle heure dans le film. C'est Charlie Cox, je crois, je ne sais pas si vous aviez vu cette interview, c'est Charlie Cox, quand il a, dans le dernier il devait faire la pause, il apparaît, on lui a dit sur le tournage de faire une pause de quelques secondes, parce que ça permettait aux gens dans le cinéma de hurler comme des cons quand il apparaîtrait, et qu'après, il devrait lancer, alors que c'est ça le coupe dans son élan, dans son jeu, ce qu'il a dit. On lui dit, mais tu vois, c'est un bon exemple parce que ça prouve que finalement, cette ingérence, elle est assez minime, tu vois. Là, c'est quelques secondes et tout, mais je veux dire, ce côté un peu pernicieux, fan, pas fan, création, et c'est déjà, en fait, c'est déjà là. On est déjà en train de vivre dedans, tu vois. Ces logiques-là, elles existent déjà. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, maintenant, on parle de super fan, donc c'est un peu comme si on créait une autre classe, c'est-à-dire maintenant, il y aura peut-être des projections tests spécialement pour les fans et des projections de tests qui sont faites un peu avec des démographies différentes, mais du coup, c'est très étrange, c'est un peu comme si on était à la fin, un peu comme, tu sais, il y a des projections presse et des projections fans, mais du coup, c'est à la fin. Et même dans les projections presse, parce que je suis en plein dedans, tu as différents grades de projection presse. Bien sûr, ouais. Les projections presse avec les journalistes complaisants et celles avec les journalistes qui le sont. Un peu plus dur ou un peu plus pro, quoi. Mais on voit un peu se segmenter, tu vois, tout ça, de dire journaliste, influenceur / journaliste parce qu'ils font un peu des deux, ou parce qu'ils sont sur Internet, donc ça compte moins que un tel. Je sais pas, c'est juste fatigant parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a créé des espèces de hiérarchies et des blocs dans lesquels on place les gens et les œuvres. Et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de parler de Star Wars en 2024 et par la suite. Malheureusement, franchement, c'est comme ça qu'on en parle. Et très spécifiquement, l'annulation, par exemple, de The Acolyte,
pour des raisons complètement obscures. Bon, certaines ont été distillées depuis, mais je veux dire, au départ, c'est vraiment en mode ça tombe comme un coup près. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je m'intéresse encore à tout ça? J'ai juste l'impression qu'il suffit de râler et ça disparaît, tu vois. Et du coup, on va même plus à l'étape de, on essaye de corriger ce qu'on a un peu eu avec la post-logie, j'ai l'impression, tu vois, de dire, on va essayer de faire un petit peu. Ils ont pas aimé, bon, on annule, on passe. On annule, tu vois. Ils auraient pu faire un épisode entre guillemets épilogue de 40 minutes, d'1 heure. Ouais, et puis ce qui est ironique en plus, c'est que tu vois, je me suis dit, on peut spoiler ou pas à la fin de. Oui, vas-y, on va. Bon, je spoil au cas où, du coup, pour les gens qui n'ont pas encore vu et qui voudraient voir cette unique saison, parce que visiblement, ça va rester là. Mais tu vois, je me suis dit, c'est tellement. Tout cet arc Plagueis et tout machin, origine de la force, Yoda, vieux, enfin jeune, mais dans le vieux temps. Un jeune vieux, quoi. C'est tellement justement le fandom de 2015 qui j'ai l'impression s'exprimait, tu vois, de dire putain, on va enfin toucher à ces personnages, des niveaux de puissance de dingue, des combats de sabre laser à 18 Jedi et tout. J'ai un peu l'impression, par moments c'était fauché, c'était peut-être pas fait parfaitement, mais je me disais putain, en fait on y arrive, et ça arrive via ce projet-là, ce qui pour moi était complètement improbable, mais voir que quelques semaines plus tard c'est annulé, je me suis vraiment dit ok, et clairement ce fandom n'existe plus, il n'existe que plus. Il a changé, il a muté, et ça n'intéresse plus les gens. Alors que moi, je me suis dit, mais je me souviens des débats fiévreux, et peut-être même avec vous deux en mode Snow Plagueis, what the fuck, imagine, tu vois. Et genre aujourd'hui, c'est pas imagine, c'est en mode frère, banger ou alors nul à chier. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de truc. Il n'y a plus de du milieu. On n'est plus excité par rien, tu vois. On sait exactement ce qu'on va avoir, et quand on l'a, on est déçu, et quand on l'a pas, on est déçu aussi, tu vois, mais encore pire. Il n'y a plus de hype. Il n'y a plus de hype. C'est pour ça, moi, il y a peu de... En ce moment, je regarde peu de séries. J'ai regardé le début d'Agatha, je vais attendre demain les 2 derniers épisodes, je m'enverrai tout le reste dessus. Mais là, la série dont je suis fan, c'est Zone Pingouin, parce que j'attendais absolument pas cette série, et je me retrouve avec une série HBO à l'ancienne, et je suis sur le cul, et je la dévore tous les lundis, et je suis déçu en regardant le générique de fin. Comment je fais pour être lundi prochain? Et j'attendais vraiment rien de cette série, parce que j'aime bien le film The Batman, mais pour moi, il manque un truc. Je suis pas fan. J'aime bien, mais il y a plein de trucs. C'est ça. Mais c'est surtout que pour moi, The Batman, il fait trop Batman, il fait trop Begins. Je retrouve trop de Begins dedans. Et puis quand il y a de la lumière rouge qui sort d'un carburateur, d'un moteur de bagnole, c'est que ton moteur il est en train de brûler. Donc me fais pas chier, même si la scène est cool. Mais là, c'est le fan d'automobile qui parle. Ah oui, mais j'ai mis dans la merde. Dans The Acolyte, il y a du feu dans l'espace, c'est pas possible. C'est pas bien. Mais la série vraiment The Penguin, en plus j'ai l'impression de retrouver les séries HBO, The Wire, les Sopranos, le truc à l'ancien, bien crade sur le milieu criminel. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc plus plan-plan, bourré d'easter eggs, de caméos, de trucs. Mais ça aurait pu être ça, mais je pense qu'au final, ils ont... moi, je suis assez surpris par la série, je suis pas à jour, mais j'ai l'impression qu'au moins, ils se sont dit, notre truc, c'est ça, c'est... Pour le dire vite, c'est les Sopranos avec un skin Batman, quoi. Bon, dans tout ce que ça implique de bien et un peu survolé pour moi. Mais du coup, au moins, c'est assez honnête avec leur proposition de base. T'as pas vraiment l'impression qu'ils essaient de draguer un public précis. T'as même pas vraiment l'impression en plus que c'est dans une suite du film, en fait. C'est très bizarre. Bruce Wayne n'est jamais mentionné. Ouais, c'est ça. Ils ont même pas peur. Ils m'ont mentionné dans le premier épisode et après... Ouais, c'est clair. Et du coup, et quelque part, il n'y a même pas de signal. Et c'est ça que j'ai génial. Il y a plein de scènes de nuit. À aucun moment, tu n'as pas de signal. Moi, j'en suis en train de me dire que fout Batman, toi, dans la série. Ouais, c'est un peu le problème de ces univers partagés là. Ce con. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas où je terminerai mon avis sur la série, mais en tout cas, encore une fois, je peux pas
tu vois, lui ont enlevé d'être assez entière, d'essayer de faire un truc. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris de ce qu'ils font du personnage. C'est pas un podcast sur The Penguin, mais du coup, c'est vrai que c'est un bon exemple de truc où, tu vois, justement, peut-être de compromis ou de OK, il y a eu un film, il a marché, on va le développer, mais on va faire les choses bien. On va mettre des moyens, à mettre du cast, on va mettre, entre guillemets, aussi de nouveaux personnages. On va faire en sorte d'ajouter des choses. C'est presque aussi, le personnage de Sophia, par exemple, tu vois, c'est OK, elle arrive, elle vole la vedette au pingouin, mais on est quand même toujours avec les deux personnages, c'est super intéressant. Très clairement, on les a jamais eu un peu, on a eu Ahsoka du coup, mais on n'a pas eu tous les dérivés de The Mandalorian, mais chaque fois qu'on les a eu, on s'est dit genre, putain, en fait, c'est pas bien, quoi, tu vois, en mode, c'est juste Boba Fett qui est en PTSD avec pas de moyens et c'est pas intéressant, en fait, tu vois, il fallait rajouter des trucs, essayer de rayer un peu la peinture pour aller dans la métaphore automobile pour faire plaisir à Sylvain, mais il y a un moment, des fois, tu vois, il faut aller un peu au contact, il faut mordre un peu la piste pour essayer de dépasser, de créer quelque chose, quoi. Et là, tu as un peu l'impression que les mecs, ils se disent non, c'est bon, on se met dans le peloton, on touche à rien, tu vois. Et moi, j'aime bien quand ça froisse un peu la tôle, qu'il se passe un peu quelque chose, quoi. Et que les mecs y aillent, en tout cas, avec une certaine forme d'entièreté. Et j'ai pas l'impression, pour accrocher avec le sujet aujourd'hui, que les fans te permettent ça. Tu vois, si à tout moment, il y a un mec qui lève la main, peu importe la forme que ça puisse prendre, tu finis par douter, tu vois. Je pense qu'il y a un moment où il faut y aller, tu vois. Tu prends ton élan et tant pis, s'il y a un fan qui est froissé, quelque part, tu le récupères peut-être des fois 2 épisodes plus loin. J'ai vu le premier épisode de The Penguin, j'ai dit genre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas du tout le personnage du film, je trouve ça trop bizarre, la façon qu'il a, le positionnement par rapport à la hiérarchie, etc. Je me suis posé plein de questions. Puis j'ai regardé le 2e épisode, je me suis fait ok, pourquoi pas. Puis 3e, ah ouais, pas mal. Et en fait, tu vois, genre, il faut laisser le temps au temps, il faut essayer de construire son truc. Je pense que faut pas avoir peur de décevoir des fans, quitte à, oui, comme tu dis, quitte à leur prendre. Quitte à en créer des nouveaux, tu vois. J'ai l'impression que la série, justement, elle trouve un public qui est peut-être pas forcément même les gens qui ont vu The Batman, tu vois. C'est assez surprenant, mais je me dis, ouais, elle trouve aussi son public parce qu'elle s'est exprimée sur un mode qui est vraiment le sien, même si c'est dérivé de plein d'autres séries. Ouais. La suite, Sylvain. On l'a cassé, il est en train de penser à son prochain épisode de The Penguin. On a fait le tour à peu près des sujets. On a parlé des problèmes des fans, de ce que c'était de ce que ça pouvait être un super fan. On a vu que c'était pas forcément une bonne idée et qu'il y avait pas mal de mauvaises idées. Et on a même abordé le thème de la perte de créativité que ça pouvait engendrer. Donc, on a fait le tour, a priori. On fera un épisode débrief de Mandalorian et Grogu. J'aurais poney, je crois, à ce moment-là, où je vais me casser un ongle, je verrai. Si c'est juste un ongle, ça. En plus, tu sais qu'on le fera. C'est un ongle, mais non, moi, je suis effaré. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le trailer qui a leaké du film? Ouais. Je me suis retenu de faire partir un tweet qui, je pense, est historiquement le tweet le plus assassin de ma carrière. Mais je crois que j'étais vraiment... Mais oui, mais ça montre qu'ils prennent zéro risque, quoi. Genre, vraiment, c'est un des pires... Alors après, le film sortant longtemps, tu peux dire c'est monté d'une certaine manière, etc. La qualité de la vidéo en elle-même n'était pas super terrible. Ouais, mais en fait, tu voyais exactement ce que j'avais pas envie de voir. Du fanform. Vraiment, quoi. Tu vois, vraiment en mode, putain. Parce que moi, je me souviens, j'étais là, maintenant, ça fait 10 ans, bientôt, on peut le dire, tu vois. Quand en 2016, on grindait le trailer de Rogue One, était en mode genre, putain, mais c'est la base sur Yavin. Oh, waouh, ok, incroyable. Mais tu sais, on grindait le moindre détail. Et en fait, on a tellement été nourris de ça que maintenant, j'en peux plus, quoi. En fait, quand le mec cite Ralph McQuarrie, chaque plan, je suis en mode, mais arrête. On a compris. T'as fait ça tout The Clone Wars, c'est bon, on a compris maintenant. Ouais, on veut autre chose. Et ouais, en plus, je comprends pas à qui ça s'adresse. Quand tu mates le trailer, tu le sens d'ailleurs. Tu te dis, ouais, en fait, ils vont avoir quand même du mal à vendre ce film, même si quelqu'un a dû se dire chez Disney, a dû faire les comptes. En fait, ça rapporte plus d'argent de balancer le film et pas faire le méga carton de Star Wars 7 ou d'un autre, mais
Juste, on le balance et ça fera plus d'argent que de streamer parce qu'à chaque saison, on perd des gens et à chaque saison, elle est moins bonne que la précédente. Donc, effectivement, pourquoi pas tenter de rallumer la flamme comme ça. Mais c'est tellement court-termiste et c'est tellement horrible pour cette histoire. Au-delà de ça, il faut que tu dois se dire, bon, il faut qu'on sauve les audiences, entre guillemets, du Mandalorian, mais aussi, il faut qu'on assure l'avenir de Star Wars au cinéma, que Star Wars reste un événement quand ça sort au cinéma. Ouais, mais du coup, là, j'ai envie de te dire, c'est super paradoxal ce que tu es en train de dire, quoi. Tu te dis, ok, je prends le mec qui a fait comme ça, et puis comme ça, et je vais le mettre en tête d'affiche pendant qu'on n'a pas eu de film, on n'a pas recréé de hype, on n'a pas réussi à fédérer les gens autour d'un nouveau truc, si ce n'est ce mec. Mais même ce mec, à chaque fois qu'il est revenu, les gens étaient moins intéressés. Et maintenant qu'il y a une grosse pause, où ça fait en tout cas au moins 1 an qu'on n'a pas mangé du... Bah, ça fera 7 ans. Il y aura une pause de 7 ans au final. Ouais. Bah ouais, mais du coup, je pense que les gens, ils se disent, bah, en fait, ça marche pas. Et puis, en fait, certes, il y a eu une rotation, on a connu, j'en ai fait tout un bouquin, vous le savez, je suis venu en parler sur Star Wars en direct, mais tous ces trucs de production, de gens qui partent, qui reviennent, c'est normal. Mais en fait, ça a débouché aussi sur quelque chose. Là, aujourd'hui, on a la même chose, mais ça débouche sur rien. Ça donne vraiment l'impression qu'en fait, ils sont perdus de fou, quoi. T'as les 2 éditions en plus. Incroyable. Attends. Ouais. Ah non, là c'est trop, je vais rougir, Sylvain. Ne fais pas tomber ton étagère, c'était peut-être juste l'autofocus, mais j'ai eu peur. Ah yes, il en a plusieurs même. En fait, bah... Alors, il y en a un exemplaire à gagner à la fin de cette émission. Allez, let's go. Non, c'est juste qu'à QC, au dernier QC, on s'est vu plusieurs fois. J'ai fait dédicacer tous les bouquins, même les 2 Warhammer qui sont juste à côté, à Thibaut. Et on était avec Circé, coucou Circé s'il ou pas, qui n'avait pas son propre exemplaire de son livre, qui elle a voulu faire dédicacer. Donc je lui ai passé le mien, puisque je l'avais déjà en double. Et Circé m'avait dit qu'elle me rachetait un exemplaire pour me l'envoyer. Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai oublié qu'elle devait m'en renvoyer. Donc j'ai dit, il est où l'édition normale du livre de Thibaut? Donc j'en ai racheté un. Et en fait, ils sont arrivés le même jour. Incroyable. Mais il faut que je te refasse une dédicace du coup. Ouais, parce que celui-là, c'est le normal. J'ai pas de dédicace de toi sur celui-là. Trop drôle. En tout cas, merci pour les droits d'auteur, les frérots. Je peux me payer 1 ou 2 cafés grâce à ça. Ah, bah ça. Tu feras gaffe, il y a un Love Cat qui va t'attaquer. Ouais, il y a le chat. Super fan, lui aussi. Ouais. Ça va? Non, mais on verra. Après, Seb, c'est vrai que ce trailer, il m'a envoyé exactement, tu vois, la vibe où je me suis dit, aïe, aïe, ça y est, on y est. Ça fait quand même plusieurs signaux là qui s'additionnent. Où moi, je t'avoue que justement, mon côté super fan, je le pensais vraiment à toute épreuve. J'ai vu le film Clone Wars le premier jour, d'accord, avec des gens déguisés et tout. Tout le monde en avait rien à foutre, mais j'étais là. Non, j'étais encore dans mes Vosges perdus, mec, t'inquiète. Je suis monté jusqu'à Nancy pour aller le voir et tout. Il y a des gens costumés, c'était fou. Grosse ambiance. Mais c'était ça le fandom, tu vois, c'était les 4 mecs costumés. Ouais. Ça faisait plaisir, putain, de discuter, de dire, ok, c'est un événement pour eux, je suis pas tout seul, on est ensemble et tout. On connaît plus ça, frérot. Genre, juste vraiment. Non, mais en plus, je trouve que Star Wars, c'est une expérience collective. Donc, en plus, les séries que tu regardes chez toi dans ton coin, ouais, c'est trop pas bizarre. la même chose parce qu'il y a vraiment il y a tout un esprit de communion quand il y a un film qui sort. Après, une bonne série, on voit, ça fédère un fandom sur des années aussi, tu vois. C'est pas le même visionnage. Mais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais il manque un truc. Il y a quelque chose qui s'est cassé, tu vois, ces dernières années. Parce que, en fait, l'idée de fandom, le mot, il est devenu tellement connoté, tellement chargé, un peu monstrueux, quoi, en fait. Tu vois, même moi, aujourd'hui, quand je te disais, je croyais vraiment invincible. C'était un putain de rempart sur tout le reste de ma vie, tu vois. Au moins, j'ai Star Wars. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, non, mais en fait... juste ça me rend vraiment foncièrement malheureux des fois de mater des épisodes et de me dire en fait j'ai détesté et je vais arriver sur les réseaux et je veux voir d'autres gens qui disent qu'ils ont détesté et on va tous s'engueuler et c'est nul quoi tu vois, genre. On a détesté mais pas pour les mêmes raisons et on c'est ça parce que oui c'est ça ouais il y a un côté en fait mais après, tu vois par exemple Ahsoka alors je le dis je accepte tous les gens qui adorent cette série, je respecte à fond, franchement, chacun son truc. Mais quand je vois pour Ahsoka, mais plein de fans, mais très jeunes, généralement,
en dessous de 20 ans, qui s'extasient devant cette série, mais en mode, mais j'ai versé des larmes devant cette série quand j'ai vu Anakin et tout, machin et tout. Il y a un côté de moi qui dit, mais je suis très, très content pour toi. Je suis vraiment très content pour toi. Si Star Wars, ça fait encore des émotions comme ça vis-à-vis des gens, mais c'est génial. Mais vraiment, je suis ravi pour toi. Et un autre côté de moi qui dit, mais est-ce que t'as pas versé c'est ça l'avenir de Star Wars, putain, c'est chaud quoi. Parce bah que, ouais, putain, mais oh là 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 dis-toi là. que nos anciens, nos aînés se disaient peut-être la même chose quand on versait une Ouais, larme devant Luke ou Han Solo, tu vois, genre, c'est... ouais. Bon, il n'y avait pas de trilogie avant, mais... Ouais. Et est-ce que vous pensez, parce que toujours dans les grandes sagas cinématographiques, la série Marvel, le MCU, c'est quand même bien cassé la gueule depuis Endgame. Ils ont enchaîné avec à la fois des films pas super bien, pas super bons, des séries qui au début étaient globalement cool, mais plus t'en avais, moins c'était passionnant. Et ils ont fait la nouvelle série Daredevil qui va arriver en 2025, Born Again, et où là, il y a quand même eu un truc où ils ont filmé la série, ou en tout cas la moitié de la série, ils l'ont monté, ils l'ont visionné, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que cette merde, et ils ont tout repris depuis le début, ils ont ramené les anciens personnages, donc les anciens acteurs de là, et a priori des bandes annonces que ça a sorti, ça va redevenir comme les séries Marvel qui passaient sur Netflix. Est-ce que vous pensez qu'un truc comme ça peut se passer pour Star Wars? Qu'à un moment, il y a quelqu'un qui se dise non, mais c'est vraiment de la merde, on va arrêter. On va arrêter, on va reprendre tout depuis le début. Non, mais Solo. Regarde, c'est ce qui arrive sur Solo. Hein. Ouais, mais pas pour le mieux. Ouais, pas pour alors après, pas pour le mieux, effectivement. Que quelqu'un se dise à un moment, par exemple, sur un film où il montre le truc et que non, on peut pas. L'histoire est tout pourrie. Il faut qu'on arrête tout. On repart sur du scénario pendant un mois. On fait un truc carré, on fait un truc bon et on repart en tournage. Bah, franchement, il faudrait que ça arrive. Après, c'est un cas hyper particulier. Déjà, avant toute chose, on n'a pas vu Born Again, donc on ne sait pas si c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui l'annoncent un peu comme le Rogue One des séries Marvel. Moi, j'attends de voir. Les amis. Il y a Frank Castle recouvert de sang de la tête aux pieds, ça ne peut être que bien. C'est partie du contrat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu que du coup, on ne sait pas où ça nous mène, c'est compliqué de juger. Mais mettons que on s'avance un petit peu et que la série soit au minimum bien. Et du coup, mieux que ce qu'elle aurait dû être. Parce qu'effectivement, on savait que ça partait un peu dans tous les sens. C'est un cas super particulier. Parce que Marvel commençait à vraiment, après à avoir ouvert une espèce de phase 4. Justement, c'est intéressant de faire la comparaison. On l'a fait souvent avec Star Wars, mais la phase 4, c'est un peu la phase sans vision. Ils ont dit multiverse, ça voulait tout et rien dire. On ne savait pas où ils voulaient aller. Et ils ont commencé à jeter des fléchettes comme ça et à dire ok, ce qui colle, ce qui est dans le mille, on garde. Et ils ont annoncé tout plein de trucs qui n'étaient pas forcément dans la construction, qui avaient fait la réussite, je pense, des 3 premières phases et puis même le pinacle Endgame, alors qu'ils étaient forcément à une phase redescendante. C'était normal de redescendre, mais je pense qu'ils pouvaient construire quelque chose. Ils n'ont pas voulu construire, ils ont dit on est en suprématie, on est hégémonique, on fera tout et les gens regarderont parce que de toute façon, maintenant, c'est l'ère du streaming et en plus, ça tombe bien, il y a le Covid, on est bloqué à la maison. Donc, on a bien fait de partir sur des séries. Résultat des courses, ces séries, elles ne rapportent pas d'argent. La plupart, elles ne plaisent pas. Les mecs se disent ok, c'est chaud, il faut réduire la voilure. Au même moment où ils se disent ça, les films commencent à se planter, genre Vénère, Ant-Man, The Marvels, etc. Et donc là, quelqu'un, je pense, tape sur les doigts de Kevin Feige, mais quelqu'un, c'est peut-être Bob Iger. En tout cas, il y a une prise de conscience que le rythme de production, il ne permet plus ou pas la qualité. Alors, peu importe ce qu'on pensait des films d'avant, parce que potentiellement, ils étaient aussi pas très bons, pas tous en tout cas. Mais bon, bref. Là, ils se disent, en fait, c'est pas tenable. On continue d'enchaîner toujours plus, et nos résultats sont de moins en moins bons, et en plus, les gens se désintéressent de notre univers. Il faut accepter
de revenir en arrière sur un ou des projets. Ils choisissent Daredevil, je pense que c'est pas un hasard, c'est que c'est la seule marque quelque part qui était venue de leur truc, leur deal avec Netflix, et qui est super forte, qui est vraiment en mode c'est un ancrage à part, etc. Et ils disent ok, si on sacrifie ce truc-là, on est mort en fait, on n'arrivera pas à se relever. Donc on va accepter de mettre en pause la production, de repartir sur totalement autre chose, de sortir le chèque pour ramener les acteurs qu'on peut pas, même s'ils sont pas tous revenus d'ailleurs. Par ailleurs, je le précise aussi, quand on fait ça et qu'on appelle la série différemment, on n'a pas besoin de verser des royalties aux gens qui ont fait la série sur les 3 saisons précédentes, qui normalement est une règle. Donc Disney, c'est quand même pas tout à fait innocent de faire tout ça. Mais Disney ne fait pas d'entourloupe de ce genre. Qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Mais mettons qu'on leur donne le beau rôle, parce que si la série est bien, je pense qu'on sera les premiers à regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt intéressant qu'ils aient eu ce cas de conscience-là, et qu'au même moment, ils ont ramené Marvel Television, qu'ils avaient dissous, justement pour dire non, en fait, tout le MCU, etc., on n'a pas besoin de la télévision, on n'a pas besoin des règles. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de showrunners et de faire des productions bien précises, etc., et pas de traiter ça comme des films, parce que ça ne marche pas, et ça ne leur apporte pas d'argent. Mais il a fallu combien de séries et combien de films pour qu'ils prennent la décision, et surtout, c'était aussi parce qu'on arrivait sur une marque qui était forte, qui était notre ami Charlie Cox et les autres. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui avec Star Wars, parce que, je ne sais pas qui pourrait prendre cette décision, parce que visiblement, Kathleen Kennedy, je l'ai défendue pendant des années, donc je peux lui mettre un petit taquet pendant ce podcast, mais elle est aux abonnés absents, on ne sait pas ce qu'est Concorde, on ne sait pas où elle emmène Star Wars, et elle ne prend plus la parole, globalement. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'elle veut faire, on ne sait pas où en sont les prods, et la logique dans les prods n'existe pas, c'est-à-dire que on te dit il y a un film Mandoverse, puis finalement il y en a un autre qui arrive en premier. Les deux autres, ils sont du part et d'autre de la chronologie, mais on ne sait pas vraiment s'ils intéressent tant que ça les gens. C'est très bizarre ce qui est en train de se passer avec Star Wars. Il n'y a même pas cette espèce d'élan Stakhanovis qui avait le MCU en disant on est trop fort, de toute façon on fait ce qu'on veut. Ah, attention, il faut ralentir. Sur Star Wars, là, on est au ralenti complet et on arrive à rien sortir. C'est quand même la double peine, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, c'est chiant d'être dans le fandom. Il n'y a pas de vision claire, en fait. Et même quand on t'annonce des plans, on te rechange à des événements comme Célébration, où normalement, c'est là où on te dit des choses. Ouais, c'est carré, t'es sûr que ça va se faire. Et on t'annonce un autre film. Ah non, finalement. Et puis généralement, ils ne communiquent pas sur l'avancée des projets. Et ça, c'est... Et tu vois, généralement, dans les célébrations, le panel de Lucasfilm, c'est un panel c'est le main event un peu, c'est le panel qu'on attend pour les annonces et tout. Là, la célébration qui arrive au Japon, j'ai pas envie qu'on me fasse un truc où on m'annonce des nouveaux projets. J'ai envie qu'on me dise, voilà, les projets qu'on vous a annoncés, là, vous avez 0 nouvelles depuis 2 ans, ils en sont là. Et on a peut-être des petits trucs à vous montrer. Mais voilà. Ça paraît tendu. Ouais, mais si elle m'annonce encore 3 nouveaux, si elle annonce des nouvelles séries, des nouveaux films, moi j'étais en mode, non mais vas-y, annonce ce que tu veux, de toute façon, ça voudrait dire que les autres qui ont été annoncés ont été annulés, ça sera sans cesse. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Et après, de toute façon, ce que Sylvain dit, et je trouve que c'est cool, il y a un article de The Hollywood Reporter qui parle de ce retour de Marvel Television, de Marvel Animation, de comment ils ont essayé de corriger le tir avec la prochaine série du coup Daredevil, mais c'est trop tard en fait, c'est-à-dire que ce cas de figure pour Star Wars, il aurait dû y arriver il y a quelques années là, quand post-Covid, on a annoncé plein de trucs et il aurait fallu à un moment dire attendez, stop. Oui, le fameux truc des investisseurs. C'est ça. C'est ok, on veut faire ça et on a les moyens de le faire et on donne aux gens les moyens de le faire. Mais par exemple, quand tu fais tout un putain de spot avec Patty Jenkins en disant je vais faire le plus grand film d'aviation de tous les temps, l'année d'après il y a Top Gun 2 qui sort. Et t'as pas de nouvelles du projet, et puis finalement, il paraît qu'elle est de nouveau dessus, parce que finalement, Wonder Woman 3, ça s'est pas fait. Tu te dis, c'est quand même vraiment un peu... C'est quand même un peu le recyclage sur recyclage sur recyclage, et toujours pas de vision. Donc en fait, pour qu'il puisse avoir correction, c'est qu'il faut vision, en fait. Il faut pas absence de vision, parce qu'en ce moment, il n'y a rien à corriger, puisque quelque part, à part The Mandalorian, il n'y a rien, en fait, tu vois. Tout est sur un rail. Il y a un projet Mandalorian, enfin, le Mandoverse, entre guillemets, on peut le critiquer dans tous les sens, il y a plein de défauts, mais il a la qualité de savoir, j'ai l'impression, où il va, tu vois. C'est le dernier socle. Je sais pas où il va, mais en tout cas, il a un petit peu... Tu sais qu'il y a une conclusion qui va être le film de Dave Filoni, enfin,
tout porte à croire que ça va être en gros Throne, le Thanos, le boss final de cet Le univers-là. Thanos. Aïe, aïe, aïe. Voilà, enfin, Aïe, aïe, aïe. non, mais plus qu'ils ont fait de Throne et que je pense que la série se terminera en mode le premier ordre est en train d'être créé, machin, et peut-être qu'on aura un Snoke en finale, un truc comme ça. Enfin, tu vois, ça se dirige vers ça, j'ai l'impression. Voilà. Un bébé Snoke. Mais au moins, voilà, on aime, on n'aime pas, au moins le Mandoverse a le mérite, j'ai l'impression d'avoir une direction. Mais le reste, effectivement, c'est. Alors, si en dehors saison 2, on sait où ça va, hein, ça va jusqu'à Rogue One et ça s'arrêtera là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais l'absence de vision, elle crée aussi ce truc du fandom qui est hyper sur les dents, je pense, et aussi beaucoup moins créatif, tu vois, en mode, de toute façon, on est presque par moment, je vais dire un truc horrible, mais par moment, j'ai un peu l'impression quand même d'être post-2005, quoi. Tu vois, de me dire, ok, Star Wars, ça reviendra peut-être un jour. Et alors je sais qu'il y a des projets, tu vois, il y a des trucs qui sont en train de se faire, mais j'ai pas du tout l'impression de vivre une réalité dans laquelle Star Wars est hyper présent, quoi. Ouais. Pendant que mon Love Cat se lave en direct. Ouais. Mais j'allais vous poser la question, justement, est-ce que cette ambiance de projets avortés, de projets annoncés, mais on n'a pas de nouvelles, est-ce que ça peut pourrir finalement le fandom et pourrir les réactions des fans qui ont des réactions épidermiques à n'importe quelle annonce? C'est un peu l'œuf ou la poule, hein. Qu'est-ce qui vient en premier, quoi? Est-ce qu'on est comme ça parce qu'on a été un peu titillé, on n'a pas aimé certains trucs, alors on est sur les dents, donc ils n'osent pas faire, donc on est encore plus sur les dents? Ou alors est-ce que c'est tu vois, à l'envers, quoi? Tu vois, au final, on était plutôt tranquille, et puis d'un coup, ils ont décidé de paniquer, et du coup, maintenant, on est encore plus sur les dents. Je sais pas ce qu'en dit Seb, lui qui suit quand même un peu plus le fandom, un peu plus au contact du fandom que moi. Moi, le constat triste que je fais aujourd'hui, c'est que dès que tu fais une news tu oses faire une news. Enfin, maintenant, tout est. Je sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que maintenant tout est négatif. Même avant, tu avais des défenseurs du Mandalorian. Même maintenant que tu fais une actu sur le film Mandalorian, les gens vont dire ouais, ça va faire un flop, ça va être nul parce que la saison 3 elle était nulle. Tu fais une actu sur le film de Rey, ouais, ça va être un film woke, personne ne veut de ce film-là, machin, nana. Tu fais une actu sur la saga en général, ouais, Kathleen Kennedy, démission, machin et tout. Enfin, c'est que des trucs comme ça sans arrêt. Et tu peux de moins en moins discuter correctement avec des gens. Et c'est compliqué. Après, moi, j'ai cette lueur d'espoir en essayant de. Si tu laisses faire ces gens-là, au final, ils ont gagné, tu vois. Donc, moi, j'essaye toujours de leur rempart et en me modérant les propos des gens et tout. Et je pense que je l'aurai toujours, cette lueur d'espoir, parce que voilà, je suis un super fan, voilà. Mais. Et puis d'autant plus que voilà, moi maintenant aussi je la vis autrement ma passion, parce que maintenant que j'ai des enfants, maintenant je suis peut-être plus dans la transmission que dans la vision d'avenir, quoi, tu vois. Là, tu vois, tu nous disais, ouais, ça va faire 10 ans que le réveil de la force est sorti. Là, je suis plus hypé en me remettant les reportages de l'époque, les making-of de l'époque, des trucs comme ça, qui me font rappeler de bons souvenirs, plutôt qu'en regardant vers l'avenir, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est un peu triste, quoi. Oui, c'est un peu triste, parce qu'avant, j'étais hypé par un truc qui allait sortir, maintenant, je suis hypé par un truc qui est sorti il y a 10 ans, quoi. Et en fait, je regarde ça pour me recréer de la hype, tu vois, c'est bête, hein, mais j'en suis là. J'en suis à regarder des trucs de l'époque et tout pour essayer de ressentir un peu la hype que j'avais à l'époque. Et parce que, comme je te dis, moi, pour moi, ce qui peut vraiment me re-hyper, c'est une sortie cinéma. Et c'est certainement pas même un gros goût qui va me re-hyper. Donc, moi, j'ai pas de hype avant 2027-2028, tu vois. Ouais, il y a Andorre saison 2 avant ça, t'inquiète. Mais oui, c'est ça, mais tu vois, mais j'aimerais que Lucasfilm me dise, voilà, ce film-là va se tourner, il va sortir telle année, ne me donnez pas un mois de date, je m'en fiche, mais au moins qu'il parte en production, que ce soit concret et tout, et que je pourrais m'accrocher à un truc, tu vois. C'est ça que j'attends. C'est pour me raccrocher à un truc qui va me donner de l'espoir en mode, ça peut-être que ça va être réussi. Mais j'aimerais trop que dans quelques années, j'y crois pas, mais une partie de mon côté fanboy total
pense que tout ça est organisé, tu vois, et que cette famine est organisée, que Pour en fait, après, voilà, Bon, c'est-à-dire que après, ils vont jusqu'aux 10 ans et après, ils lâchent au tout. moment où ils vont dégainer le prochain film, on saura, ouais, on a eu des galères et on est resté ultra, quelque part, on a créé des projets, un peu les projets de surface, et en fait, il y a un truc derrière, il y a un nouvel âge d'or qui nous attend. Mais j'y crois pas vraiment, parce que je vois quand même que dans toutes les industries créatives, on a ce problème, quoi, en fait, en ce moment, tu vois, de devoir prouver hyper vite, de tensions assez folles sur un plan culturel, tu vois, de dire cette toxicité-là, elle s'est généralisée de fou, quoi. Et je pense que ça crée beaucoup d'anxiété du côté des créateurs à sa simple idée de s'attaquer à un projet Star Wars, tu vois. Maintenant, quand tu annonces un réalisateur, c'est mignon, mais tant qu'il n'a pas fini de le réaliser, pour moi, il y Bah non, a mais deux chances sur trois qui sautent, quoi, tu vois. Donc, non, mais le passif, maintenant aussi, que se trimballe Lucasfilm là-dessus, il il y forcément. a pour le coup, non, mais pour le coup, et pour moi, Kathleen Kennedy, là, elle n'a plus le droit à l'erreur, quoi. Elle a trop annoncé de projets qui ont été annulés par derrière, elle a trop joué aux chaises musicales. Il y a un moment, il va falloir qu'elle sorte un truc qui marche, hein. Ouais, Parce que sinon, ben, Bob Iger, je pense qu'il va pas être très content. Et le fandom ne l'est déjà plus. Donc oui. là, c'est pour ça que j'ai espoir avec le film. Toi, le film de Rey qui reculait. Je me dis, ben, c'est pour le meilleur parce qu'ils veulent pas se planter. Ils ne doivent pas se planter. Ils n'ont pas le droit de se planter avec ce film. Donc du coup, ils vont vraiment attendre d'avoir une bonne histoire béton pour nous sortir ça. Mais d'un côté, on te sort un gros coup à la rage au cinéma. Donc, enfin, tu vois, Oui, c'est un peu de poids, de mesure. voilà. Je comprends pas trop. Bon, bah. Le podcast de la déprime. Sur ces bonnes paroles déprimantes. Bon, on a quand même fait le tour de notre petit sujet. On va vous souhaiter une bonne nuit ou un bon réveil en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. Thibaut, toi, sur les réseaux sociaux, on peut te suivre comment? Eh ben, en retapant ce pseudonyme de ma jeunesse, République, sur un certain nombre de réseaux sociaux. Donc voilà, vous me verrez peut-être faire des sorties en furtif sur des Filoni ou Star Wars. Mais globalement, j'essaye d'aller voir d'autres trucs en ce moment pour pas être trop frustré quand même. Seb, toi, toujours Star Wars en direct. Je fais de plus en plus d'émissions en ce moment, en plus, donc c'est bien. Je suis content. J'ai plus de temps. Avant de plus en avoir du tout bientôt, mais voilà. Oui, c'est Merci de ta faute aussi. Invitation, messieurs. C'était cool. De rien, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait fait un épisode, et puis vu ton passif dans la création de contenu lié à des grandes franchises populaires, je me suis dit quand même, c'est un peu. Peut le faire. Non, mais c'est un vaste sujet. J'espère que ça aura intéressé les gens malgré le côté un peu chargé de cette discussion, quoi, qui n'est pas hyper solaire, quoi. C'est un peu, en fait, on fait notre thérapie, là, tu vois. C'est la thérapie. C'était un peu un groupe de parole. Mais peut-être que, du coup, les gens qui écouteront, tu vois, vont rejoindre le groupe et on va recréer un fandom, tu vois, comme ça, plus tu vois, il faudrait créer un concept d'émission, ça s'appellerait le groupe de parole, et tu vois, et les gens vident leur sac. Allez, Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri. Et j'ai pas aimé la saison 3 de The Mandalorian. Bonjour, Pierre-Henri. Bon, messieurs, et puis auditeurs et auditrices, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vais pas vous dire on se retrouve bientôt à QC, mais Star Wars, il y a un peu de marche quand même, 6 mois quand même. Mais là, t'as Star Wars qui sort dans 2 semaines, là. Là, c'est la convention. Il va falloir que je regarde si je peux y aller ou pas, moi, cette année. Je pourrais pas. Moi, j'y serai. Dommage. Avec mon fils qui veut se déguiser en Batman. Ok. L'influence aussi. D'accord, mais costume de Batflex. Sinon, je te le perds dans la foule, ton gamin. Bon, messieurs et chers auditeurs, c'était Sylvain, Seb et Thibaut pour Star Wars en direct. Bisous. Bisous, que la force soit avec vous. Ciao, prospérité.